J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. Bienvenue à tous sur Alors c'est quoi ton histoire? Là je suis avec Shadrach. Un plaisir de pouvoir te... Comment ça va? Ça va super, et toi? En forme. Magnifique. En forme. C'est vrai que dit comme ça paraît bizarre. J'ai dit en forme. Je vais très très bien. Ouais. L'humeur est à son maximum. Ouais. La santé est à son équilibre. Et la conscience est à sa plénitude. Magnifique, magnifique. Et avant d'aller plus loin, on commence toujours par un clap. Alors c'est parti. Enfant, on apprend à parler, mais moins l'importance des mots. On nous dit que parler, c'est bien, il faut apprendre à parler, mais on apprend moins l'importance que peuvent avoir les mots, l'importance que peut avoir la parole. Les mots qu'on dit, les mots qu'on entend, les mots qu'on accepte façonnent notre existence, elles façonnent notre personne, notre personnalité. Et ces mots peuvent devenir alors des cicatrices, des blessures, tout comme ces mots peuvent être un tremplin pour nous. Et parfois, ce qui a été moqué autrefois, avant, jugé, devient plus tard notre plus grande force. Et aujourd'hui, on va pouvoir discuter justement de l'importance de ces mots, de l'importance des choix des mots avec toi, Shadrach, au travers de ton histoire. Et avant d'aller un peu plus loin, il y a le speedrun question. Le speedrun question, je te pose des questions, tu me réponds le plus rapidement possible, et il va y avoir aussi une partie où je vais commencer les phrases, tu vas les finir, et tu vas l'insérer dans ton existence, dans ta vie, dans ton histoire, pour dire pourquoi tu as fini ces phrases ainsi. Très bien. Ok. Première question, assez simple, basique. Ton prénom? Shadrach. Ton âge? J'ai l'âge que tu me donnes. Alors, quel âge je vais te donner? C'est à toi de voir. Allez, je vais te donner 35, 36. Je prends. Tu prends? C'est la réponse que je donne à tout le monde. J'ai l'âge que vous me donnez, 35, 36, 35, 36, 36. Je prends. Alors, ta profession? Entrepreneur, consultant en prise de parole en public, influence et manipulation. D'accord. J'essaie de trouver ça, mais en tout cas, oui, c'est ça. Ce qui t'apaise aujourd'hui? Le fait de pouvoir rester en silence sans me dire des choses négatives. J'espère que ça va faire écho à tout le monde. Je juge, de mon point de vue, forcément biaisé par mes expériences, qu'une personne qui est dans sa plénitude n'est pas forcément une personne qui a besoin de toujours être avec les gens, de toujours être en mouvement. Ce n'est pas forcément une personne qui rigole et ricane à tout va. On reconnaît cette personne par sa capacité à rester en silence, seul, sans se dire quelque chose de négatif. Parce que je pense que lorsque nous sommes seuls, la solitude est comme un reflet dans un miroir qui nous renvoie à nos actions antérieures ou qui nous renvoie à nos projections ultérieures. Et ça, c'est particulier parce que j'ai expérimenté le fait de croire qu'on est heureux. Ouais. On va en mouvement, etc. On essaie de faire des choses. Et à la fin, lorsqu'on est seul, on trouve toujours quelque chose à faire. Ouais. Un individu qui est capable de se reposer éveillé, c'est une personne qui est forcément alignée avec elle-même. Ça fait écho à beaucoup de choses. Mais comme c'est du speedrunning, je vais pas faire ralentir le truc parce que... On va peut-être même y aller encore plus tard. D'accord. Dire la vérité, quitte à ce que personne ne te croit, ou mentir et tout le monde te croit. Dire la vérité. Absolument. Ouais. Et comment tu pourrais expliquer cette réponse selon toi? 3 anecdotes. J'ai beaucoup d'anecdotes là-dessus en plus. Sans en vouloir à ma famille, j'ai quitté chez ma famille très tôt. Parce que je disais à ce moment-là ma vérité. Avec le temps, j'ai appris que ma vérité n'était pas forcément véritable.
je l'ai atténué. Mais j'avais cette témérité qui faisait que, pour moi, c'était important d'être transparent. Ouais. Première anecdote, c'est celle-là. Deuxième anecdote. Depuis mon lycée reculé, lycée Paul Gauguin, j'ai une pensée à tous mes camarades de classe, à toutes les personnes qui ont fréquenté ce lycée, dans un quartier populaire. J'allais souvent au clash avec les enseignants. Je n'allais pas au clash pour le plaisir d'aller au clash. Ouais. Mais dès lors qu'il y avait des situations qui me dérangeaient, pour les autres et pour la cause, j'étais très embêtant. Et j'ai eu beaucoup d'enseignants qui ont apprécié, d'autres enseignants qui ne s'en sont pas remis. Je pense qu'avec la période juvénile, je n'avais pas forcément la courtoisie ou, disons, la diplomatie que je peux avoir aujourd'hui. J'espère l'avoir d'ailleurs. Mais ce que j'ai gardé en commun d'avant, c'est cette transparence. C'est je te dis les choses. Ouais. Je vous dis les choses. J'étais l'élève qui levait la main, qui disait Madame, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous nous dites que on va jamais réussir Et tout le monde était là. Ouais. Peut-être que c'était eux qui faisaient que ça rendait un peu ça bizarre. Ça, c'est deuxième anecdote. Troisième anecdote, la vérité, en dépit de l'unanimité, ma mère m'a toujours décrit comme mon grand-père. Mon grand-père était un individu qui, lorsque tout le monde allait dans un sens, il essaie de se poser la question, mais pourquoi ils vont dans ce sens-là ? Ouais. Et lui, il allait dans l'autre sens à la fin. Typiquement, nous sommes une famille croyante, mais mon grand-père n'allait pas à l'église. Il fréquentait les gens de l'église parce que les gens de l'église allaient le voir pour raconter des histoires sur les gens de l'église. Et ma mère me raconte un truc. Elle me dit, un jour, ton grand-père a été invité à l'église. Il a dit, ok, je viens. C'était pour un événement, etc. Et comme c'était une personne assez respectée, reconnue, ils ont demandé, oui, est-ce que tu peux quand même nous faire un mot, parler de quelque chose ? Ma mère m'a dit, ce jour-là, ils ont fait l'erreur de leur vie. Il a pris le micro, il a dit, mes chers frères, je vous aime beaucoup. Vraiment, merci pour l'invitation, mais j'ai une question. Pourquoi vous fréquentez la même église, mais tout le monde vient chez moi pour me raconter des histoires sur les camarades, etc. D'où sort cette hypocrisie ? Ouais. Ce n'est pas de la candeur, ce n'est pas de la maladresse, c'est « ok, je veux faire bouger les choses ». Qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui par rapport à comment tu prenais la parole face aux adultes à l'école, par exemple ? Je pense qu'il y a une différence entre la gestion des émotions que j'avais avant et la gestion des émotions aujourd'hui. Je suis foncièrement une personne qui est impulsive. J'ai grandi avec beaucoup de violences, des violences subies, des violences aussi créées. J'ai grandi avec beaucoup d'hostilité. Même pour la petite anecdote, ma mère m'avait dans son ventre, on fuyait la guerre, les soldats nous poursuivaient, donc j'avais déjà les échos, si on veut narrer cela comme ça. Et j'ai intériorisé énormément sans pouvoir exprimer. Et c'est comme lorsque tu apprends une nouvelle tâche, faire du vélo par exemple, sur la première phase, tu as du mal d'être dans une forme de distanciation émotionnelle et cognitive. C'est Bernard Charlot qui en parle, un scientifique dans le domaine des sciences de l'éducation, qui explique que la particularité des personnes qui sont en apprentissage sur un processus, quand ils sont au début, ils n'ont pas cette capacité à garder de la distance émotionnelle. Ils mélangent le tout et parfois ça ressemble à quelque chose d'alambiqué. Et c'est ce que j'aimerais changer. D'ailleurs, c'est un message que je passerai à tous les enseignants que j'ai pu avoir avant. J'aimerais rencontrer mes enseignants, tous les enseignants que j'ai pu avoir avant, que j'ai traumatisés. J'aimerais les rencontrer et discuter encore de nouveau et qu'on essaye de pas se mettre d'accord sur ce qui s'était passé, mais qu'on essaye d'écouter les acceptions, les interprétations de chacun sur ce qui s'est passé avec le regard d'adulte qu'il y a aujourd'hui. La gestion des émotions, c'est vraiment ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé et j'essaye au maximum, non de paraître parfait, c'est pas ça la question, mais d'être aligné émotionnellement. Les croyances ou une croyance limitante qui t'a empêché d'évoluer à un moment donné, est-ce que tu en as une qui te vient dans la tête ? Beaucoup. Un noir, c'est comme ça. Je développerai pas plus. Un noir, c'est comme ça. Tu peux imaginer ce que tu veux. Je pense que les personnes qui sont concernées vont se comprendre. Un noir, c'est comme ça. Un noir, c'est 3 points de suspension.
Et comment tu as réussi alors à faire tomber cette barrière? En me disant que je suis pas noir. Et le pire, c'est que je suis sérieux, Durcia. Ouais. Je ne suis pas noir. Je ne suis pas noir. Ouais. Tu me vois noir, marron clair, marron foncé d'ailleurs, peu importe. Je ne suis pas quelqu'un qui va me définir par le fait d'être noir. Ouais. Ma culture, elle est noire. Mais qui suis-je moi avant de me définir par rapport au collectif? Je suis sorti d'une interview où je parlais c'était à Fabio. Je lui disais, il faut apprendre à se définir aux dépens du collectif. Et ensuite agir pour le collectif. C'est pas pareil. Ouais. Si tu te définis selon le collectif, c'est une définition partielle. Ouais. J'ai pris le temps de me définir et je connais ma mission. Je sais où je dois aller. Et en dépit des handicaps, des blocages que j'ai rencontrés et que j'ai actuellement par rapport à ce que les gens voient de moi mais qui ne savent pas de moi, je vais arriver là où je dois arriver. Et c'est comme ça que je le vis. J'aime beaucoup prendre des histoires religieuses. Peu importe les croyances de chacun, ce sont des histoires assez inspirantes. Moïse, qui fait finalement l'unanimité dans toutes les religions monothéistes, Moïse a dirigé ou a été le leader et le prophète d'une population qui est estimée, selon les historiens, entre 800 000 et 1 million de personnes dans un désert durant 40 ans. Alors que lui, selon ce qui est rapporté, je généralise encore une fois, était colérique. Ça ne veut pas dire qu'il s'énervait pour rien, mais il avait une sensibilité au niveau de sa colère, à un tel point qu'il fallait que son frère parle parfois à sa place, alors que lui était issu de la population qui n'était pas forcément à la favorable à ce moment-là. Malgré cela, il a accompli sa mission. Joseph, 11e de sa famille, que des grands frères. Son père l'aimait beaucoup. Les grands frères n'étaient pas contents. Lui, qu'est-ce qu'on va faire? On le met dans le puits. On le met dans le puits. Et dans le puits, il est rassuré par Dieu, pour celles et ceux qui croient en Dieu. T'en fais pas. Ce moment-là, tu rappelleras. Il a fini en prison. Et à la fin, il finit comme à peu près le ministre des Finances de cette nation dans laquelle il était. Et j'ai compris une chose, je me suis dit, on ne doit pas se définir par rapport au collectif. On doit se définir par rapport à notre mission. Et finalement, on va se dire, oui, mais comment on fait pour savoir notre mission? Ça, c'est propre à chacun. Ouais. Mais c'est à nous de se regarder, se dire, OK, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à ce monde, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à ma dynastie. C'est vrai que c'est réel, il y a des problèmes. Mais si tu te définissais au-dessus de ça, ouais. Et à ce moment-là, ça m'a aidé. Lorsque j'ai dû quitter la vie d'avant, parce que j'avais une vie plus ou moins délinquante, faut le dire, on ne peut pas le dire autrement, c'est que j'avais une vie très agitée, qui a été finalement l'influence aussi de tout ce que j'avais autour de moi, mes cousins, mes grands-cousins. Et à un moment, OK, c'est quoi être noir? Déjà, pour définir le noir, je ne vais pas le définir par rapport à ces choses-là. Mais ensuite, je me suis dit, attends, avant même de me poser cette question, qui suis-je? Et c'est une question que j'aime beaucoup poser à la fin des échanges, mais comme tu en parles là, ça vient naturellement, évidemment. Alors aujourd'hui, Shadrach, comment tu te définis? Je me définis comme une personne qui va inspirer à chaque individu que je vais rencontrer de manière formelle ou informelle, de manière privée ou collective, qui va inspirer la nécessité d'être dans sa singularité. Et j'ai pris comme arme la prise de parole en public. Je vais même citer, parce que je suis tombé sur ça à propos de Alain Charles Ribera. Je vous suggère très fortement d'aller voir ce qu'il fait sur les réseaux. Actuel champion d'art oratoire, parce qu'il a réussi un concours d'éloquence qui est assez reconnu au niveau national. Champion de France. Il a dit quelque chose, j'ai vu une vidéo, j'étais tombé là-dessus, j'étais heureux. Il a dit, ne parlons plus de prise de parole en public, mais de prise de parole au public. Si les gens sont capables de faire face à l'autre en disant réellement qui ils sont en connexion totale avec ce que j'appelle l'existence. Il y a une différence entre être en vie et exister, selon moi. Victor Hugo disait, quel lourd fardeau que d'exister sans vivre.
Shadrach Ilanga vous dit quel lourd fardeau que de vivre sans exister. Pour moi, vivre, c'est biologique. Exister, c'est exprimer sa singularité. Et il y a des zones dans lesquelles on peut plus ou moins se sentir exister. Là, par exemple, je me sens exister avec toi parce que je peux m'exprimer librement. Et il y a des endroits sur lesquels, il y a des endroits dans lesquels on sait que ça va être un peu plus compliqué. C'est vrai. Mon but, c'est de faire en sorte que les gens puissent se dire, en dépit de ce qu'il y a autour de vous, exprimez-vous. Mais par contre, essayez de comprendre la subtilité des situations si vous voulez arriver à un objectif. Voilà, ma mission, c'est faire en sorte que les singularités s'acceptent par l'expression des mots. Et l'expression des mots passe par une action volontaire, une action active. Et c'est peut-être pour ça aussi que celui qui dit cette phrase-là, prise de parole au public, il y a une action derrière. C'est-à-dire qu'on vient avec la conviction de vouloir passer un message, alors que la partie prise de parole en public, ça fait quelque chose de beaucoup plus passif. C'est clair. Et si aujourd'hui, tu devais dire un mot qui résumait ton enfance, ça serait quel mot ? Iconoclaste. Ouais. Et pourquoi ça ? Parce que iconoclaste, c'est l'individu qui essaie de comprendre les règles, mais joue avec les règles. Iconoclaste, c'est l'individu qui est vu un jour comme un bizarre et plus tard comme un génie. Iconoclaste, c'est l'intrus qu'à un moment on accepte comme l'exemple. Ouais. Iconoclaste, c'est celui qui sait qu'il est différent. Et j'ai toujours dit cette phrase, c'est que lorsque nous sommes différents, on ne peut pas laisser indifférent. Ouais. Quelle est la blessure pour toi aujourd'hui qui reste encore ouverte, que tu n'as pas réussi à faire cicatriser, ou du moins pas comme tu le voudrais ? Je pense que c'est l'absence du papa. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je n'ai pas connu mon père du tout. Ça veut dire que ce n'est pas similaire, et je ne pense à celles et ceux qui ont perdu leurs parents. Ouais. L'un des parents, alors qu'ils ont pu les connaître, ça doit être très difficile. Moi, j'ai juste l'impression qu'il y a une douleur qui devrait être là, mais que je ne ressens pas, et ça me perturbe. En somme, j'ai mal de ne pas avoir mal de quelque chose que je devrais vivre émotionnellement. Et je pense que ce n'est pas simplement une blessure qui est ouverte, c'est, je dirais même, ce n'est même pas une blessure finalement. C'est un vide qui n'a jamais été exploré. Je pense que ça, j'en veux pas à mon père spécifiquement, j'en veux à personne. Mais c'est une boucle qui n'est pas encore arrivée à la fin de son aboutissement. Et c'est quelque chose pour toi aujourd'hui qu'il faudrait pardonner, l'absence. Justement, tu parles d'absence là. Est-ce que cette absence-là, c'est quelque chose qui doit être pardonné ? Comment tu définis le pardon ? À toi de me dire. Selon moi, le pardon, c'est la capacité à accepter la situation en se disant que maintenant, il faut avancer. Ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire faire comme si de rien n'était, c'est j'accepte, voilà ce qui s'est passé. Ça veut dire que même lorsqu'on évoque ce qui nous a blessés, ça ne fait pas réagir l'autre, parce qu'on accepte que ça se soit passé. Sauf qu'on ne ressasse pas la chose, ça ne doit pas être un poids vis-à-vis du passé. Et pour répondre à ta question, je pense que au regard de cette définition du pardon, si on résume cela comme un acte qui devrait être délibéré, de ce fait, paradoxalement, il ne devrait pas avoir de devoir, à devoir pardonner. Non. On pardonne lorsque c'est le moment. Parce que lorsque ça devient normatif, ça devient pas forcément sincère. On suggère, on recommande de pardonner parce que c'est un bienfait pour la personne. Mais si la personne se sent contrainte de pardonner, on ne sait pas si c'est un pardon sincère. Je répondrai en disant que le pardon, c'est important. Le pardon, ça aide. Et ça aide qui, selon toi ? Ça aide celui qui le fait. Le pardon aide d'abord celui qui le fait avant même d'aider les autres. Ça enlève ce poids, ça enlève cette lourdeur mentale, émotionnelle. Ça enlève cette dimension spiralaire dans nos pensées. Ça nous aide à nous dire, ok, là je vois clair, j'y vais. Le pardon est nécessaire. Mais le pardon ne devrait pas être une obligation. Ouais. J'avais situé la subtilité entre le mot nécessaire et le mot indispensable.
Le mot indispensable, c'est de dire que sans cela, tu ne peux pas. Le mot nécessaire, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est d'une grande utilité. Et il y a des personnes qui arrivent à vivre sans avoir pardonné. Et c'est propre à eux, c'est propre à elles. Il y a des personnes qui ont bénéficié des vertus du pardon. En se disant, j'accepte et je fonce. La différence entre la douleur et la souffrance, c'est l'acceptation. Tu prends une personne qui vit une relation très, très compliquée, amoureuse, amicale, trahison, tromperie, et la personne n'en revient pas parce que la personne avait une image particulière de son interlocuteur, et si cette personne ressasse cette image, ce serait difficile d'accepter ce qui s'est passé. Ouais. Du coup, ça devient une barrière au pardon. Mais une fois qu'on accepte, j'accepte. Difficile à faire. Très difficile à faire. Facile à dire, c'est sûr. Difficile à faire. Mais une fois qu'on accepte, que se passe-t-il ? On arrive déjà à un bon état d'avancement dans le processus du pardon. Totalement. Donc oui, le pardon est nécessaire. Si tu as du postulat que, au fond, nous traînons avec notre passé. Nous arrivons avec des gimmicks de notre passé, des manières de parler de notre passé. Nous arrivons avec des réflexes, des peurs, des appréhensions de notre passé. Si nous n'acceptons pas que cela constitue les blessures de tout être humain sur Terre, on n'aura jamais accès aux gens. Ouais. Quand on accepte et on pardonne les blessures des gens, déjà on tend l'oreille, on regarde, on écoute. Parfois on les mène à changer, mais on ne fait pas à leur place. Ouais. Et en même temps, on fait avec. On ne râle pas. On regarde. Je sais que j'ai beaucoup de proches autour de moi qui vont regarder certainement cette interview, qui ne me comprennent pas dans mes réactions, qui ne comprennent pas certains silences que je vais avoir, qui vont se dire, mais pourquoi à ce moment-là, il ne réagit pas ? Mais sur le long terme, je sais que j'ai impacté ces personnes. Je le sais. Parce que je regarde les personnes avec les blessures qui constituent son histoire, et en même temps, je veux que l'histoire soit différente. Je pardonne, mais j'arrive à ramener au changement. Pardonner les blessures de chacun, c'est comprendre par exemple les opinions politiques. Comprendre, sans forcément être d'accord avec. Oui. Tu peux être dans l'empathie, sans être dans la sympathie. C'est la différence. L'empathie, c'est je te comprends, je suis pas d'accord avec toi, mais je comprends le processus. La sympathie, c'est je te comprends, je partage avec toi. Il y a beaucoup d'opinions politiques qui sont la conséquence d'expérimentations individuelles qui ont été émotionnellement intenses, ou d'héritage culturel, d'héritage social, et qui mènent à des conclusions qui peuvent être biaisées, mais qui ont leur légitimité d'exister, parce que derrière ces opinions politiques, il n'y a que l'expression d'individus. Maintenant, lorsqu'on est capable de comprendre et de pardonner les blessures de chacun, on est aussi capable de tirer de ces personnes comme un atome d'or en eux. De dire, mais bizarre, quand je suis avec un tel, je suis pas pareil. J'ai l'impression qu'il m'écoute sincèrement. Ouais, je peux comprendre que quelqu'un qui représente ce que je pourrais représenter te fasse peur. Mais non, qu'est-ce qu'on en fait ? Peut-être qu'il y a des personnes qui ont tendance à se dire que pour se comprendre, il faut avoir vécu la même chose, mais je suis foncièrement du côté de c'est pas parce qu'on n'a pas vécu la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Ça, c'est vrai. Tout passe finalement par un échange. Il faut avoir la possibilité d'échanger, se donner la possibilité d'échanger sur chacune de nos vies, sur nos vies passées, sur les choses qu'on a subies, les joies qu'on a eues et évidemment aussi qui constituent finalement notre intégrité. C'est vrai. Mais c'est pas parce que, évidemment, qu'on comprend ce qui se passe, qu'on acquiesce forcément ou qu'on se dit ok, c'est ok avec ça, il faut être ok avec ça. C'est la qualité qu'ont les sociologues d'un point de vue collectif, et c'est la qualité qu'ont les psychologues d'un point de vue individuel. C'est qu'ils essaient d'expliquer des processus. Ils essaient d'expliquer pas des déterminismes, mais des problématiques qui sont probabilitaires et qui sont finalement une manière de déconstruire certaines pensées. Bien sûr, moi je me penche plutôt du côté des psychologues, parce que j'ai quelques avis sur certains sociologues. En soi,
dans tous les cas, ces deux catégories de profession font ce même boulot qui est, on va expliquer d'où ça vient, on comprend, sans forcément défendre. Ouais. Ce que je juge malheureux aujourd'hui, c'est qu'on veut faire taire ces personnes. Non. Je vais prendre une conclusion je vais prendre des conclusions de différents partis politiques qui peuvent facilement s'expliquer. La violence dans les quartiers est due à la pauvreté. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Mais non, c'est un problème d'éducation, etc. » Vous êtes sûr ? Êtes-vous sûr ? Lorsque vous parlez pour rejeter ou juste pour affirmer votre conclusion à vous ? Parce que, imaginons qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont toute la volonté du monde. Il y a beaucoup de jeunes qui ont toute la volonté du monde, mais qui n'ont pas les moyens, tout simplement. Qui n'ont pas les moyens culturels, qui n'ont pas les moyens matériels, d'avoir, ne serait-ce, excusez-moi, peut-être que je suis en train d'exagérer pour certains, d'avoir un endroit où ils peuvent faire leurs devoirs. C'est une réalité que celles et ceux qui sont concernés savent. On va se dire, mais n'abusons pas, on est en France. Oui, mais il y a la France d'en haut et la France d'en bas. Ça, c'est un propos qui va être plutôt de gauche. Maintenant, prenons un propos qui va être plutôt de droite. Une conclusion qui est, il y a de l'insécurité en France. C'est quelque chose qui peut se comprendre, que l'on défende cette position. Il y a juste à voir les dernières statistiques qu'il y a. Il y a juste à voir ce qui s'est passé récemment. Des personnes qui ont dû se faire abattre par la police à l'américaine parce qu'ils étaient trop instables. De part et d'autre. Comment peut-on faire comme si de rien n'était ? Il y a des personnes qui vont être nuancées en disant « Écoutez, la police ne tue pas en France, mais des policiers ont tué. » Avec la médiocrité qu'on essaie de promouvoir aux gens, alors avec la médiocrité à laquelle on essaye d'initier les gens aujourd'hui, quelqu'un qui parlerait comme ça serait vu comme quelqu'un qui se contredit. Alors que non. C'est quelqu'un qui a une lecture, pas nuancée, une lecture précise de la réalité. Mon amie qui est ici et qui s'appelle Julie, elle a peur de sortir le soir et souvent elle se fait accoster par des Noirs et des Arabes et du coup elle a peur de temps à autre dès qu'elle voit un Noir et un Arabe. C'est pas parce qu'elle est contre les Noirs et les Arabes, c'est parce qu'elle a expérimenté des choses qui ont fait que dès qu'elle identifie des personnes qui ressemblent, il y a une réaction qui se passe directement. Mon ami qui est là et qui va s'appeler Aristide, comme il va s'appeler Doumams, comme il va s'appeler je ne sais quoi, dès qu'il va voir la police, il va être crispé comme ça, il va être tendu. Vous allez se dire, mais il a un problème contre la police ? Non. C'est juste que Aristide qui est ici, Doumams qui est ici, s'est fait contrôler je ne sais combien de fois. Il y a, ne serait-ce que 2 jours, son grand frère s'est fait tabasser par la police de ses propres yeux quand il était petit. Sa mère s'est fait tabasser. Au bout d'un moment, ça crée des traumas. On est là pour essayer de résoudre cela. Ouais. Pas de dire, lui, c'est quelqu'un qui est un délinquant et qui a un problème contre la police, il faut l'abattre. Elle est raciste. Non. En manipulation, c'est ce qu'on appelle de l'étiquetage. Ce que tu pointes du doigt, c'est la réalité qui est propre à chaque personne. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Doumam, Aristide ou même Juliette, Julie, oui. Vont avoir leur réalité par rapport à ce que ces personnes ont subi, rapport à ce à quoi ces personnes ont été confrontées. Et les autres qui vont dire, non, c'est pas possible, etc. parce qu'elles n'ont pas reçu ces informations-là. Oui. Et c'est ça que j'appelle l'absence de pardon des blessures de chacun. Franchement, il y a juste parfois à s'asseoir et à écouter. Et exactement. On écoute les gens parler. Exactement. Il y a ce que les gens vont te dire et il y a les non-dits. Et souvent, ce sont les non-dits qui disent plus que les mots. J'ai eu cette discussion plusieurs fois avec des policiers. Là, c'était dans le cadre associatif, parce que j'avais développé une aversion pour la police auparavant. Bavure policière, des coups par-ci, des contrôles à tout va, des policiers arrogants, etc. Ce qui fait que tu crées une généralisation. Ouais. Tu te dis, c'est bon. Là, nique la police. C'est ça qui se passe. Ouais. C'est bon. En fait, on s'en fout. Cette conclusion, elle est plus émotionnelle que réfléchie. Ouais. Et derrière, tu prends le temps de discuter avec un policier. Il te parle de sa réalité. Tu te dis, non, mais c'est vrai que derrière leur uniforme, ils ont aussi des familles. Ouais, ok. C'est vrai que souvent, c'est un choix de passion. C'est un choix par passion. C'est pas un choix parce que les circonstances et les conditions pour les policiers aujourd'hui sont assez délicates. Il n'y a pas cette reconnaissance. Et j'avais une image qui m'avait assez interpellé.
Dernièrement, avec les manifestations, je voyais des policiers en train de se faire balancer des trucs. Je me suis dit, mais avec un peu d'humour, je me suis dit, mais j'aurais eu mon père qui serait rentré d'une journée comme ça. Papa, ça va? Ouais. Il a dit, t'as vu à la télé? Ouais. Donc là, on va passer à la partie où je commence les phrases et je te laisse les terminer. On va faire en sorte que ça rime à chaque fois. Ce qui est essentiel aujourd'hui pour moi, c'est la paix. Et qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Le fait d'avoir vécu plusieurs fois des formes de guerre. Il y a les guerres littérales, oui. Il y a la guerre au niveau de la vie, la concurrence avec les gens, la comparaison avec l'autre. Et en même temps, il y a cette guerre intérieure, nos émotions, nos questionnements, nos doutes, nos appréhensions. Et lorsqu'on a la paix, c'est pas l'absence de la guerre. C'est se dire, ah ok, intérieurement, je suis stable. Autour de moi, c'est instable, ça s'agite. Mais tant qu'au fond de moi, je suis bien, j'accepte cette guerre. Les cicatrices, aujourd'hui, que je porte, disent de moi. Alors, j'arrive pas à bien terminer, mais est-ce que je peux la reformuler? Bien sûr. Les cicatrices que je porte aujourd'hui témoignent de ma témérité. Ouais. Je dirais même que les cicatrices que je porte aujourd'hui témoignent de mon intrépidité. L'intrépidité étant une forme accrue, voire téméraire du courage. On a tendance parfois à... On pense aux cicatrices, c'est vrai, les cicatrices visibles. On s'est blessé, ok, ça a coupé, ça a cicatrisé. On pense moins à ces cicatrices-là qui sont invisibles et qui perdurent, qui restent cicatrices et qui ont un impact encore dans la vie de tous les jours. Oui. En regardant Hannibal Lecter, je connais pas du tout. Bon, en tout cas, à l'intérieur, dans ce film, il disait une phrase qui m'a marqué à la fin, qui est « Nos cicatrices ont le mérite de nous rappeler que le passé n'a pas été un rêve. » C'est extraordinaire. C'est extraordinaire comme phrase. C'est vrai. C'est comme si on disait que les cicatrices sont une trace du passé exactement. Existante. D'ailleurs, je sais pas si tu vois ici, j'ai une cicatrice ici. Ouais. Ça, c'est une cicatrice qui témoigne de ma vie entre guillemets, de délinquance. Ah ouais. Mais ça fait ma beauté aujourd'hui. Ouais. La honte aujourd'hui est... La honte aujourd'hui est de notre ego, le reflet. Le reflet de notre ego. Ouais. Finalement, l'ego qui est souvent utile pour survivre, c'est sûr, mais souvent qui est aussi une forme alambiquée d'un persona qui se définit selon le regard des gens et qui malheureusement camoufle une fragilité, une vulnérabilité qui est le vide. Je ne sais tellement pas me définir avec moi-même que le regard des gens devient le baromètre de mon comportement, qui devient également le baromètre de mes considérations, le baromètre de mes actions, et à la fin, ça devient une honte. La honte, elle peut promouvoir, elle peut provenir de principes que l'on a, etc. Mais ce sera une honte qui serait différente que la honte de mes parents, la honte d'un tel, la honte que j'ai en face d'un tel. La honte est souvent le reflet de notre ego. Je ne dis pas forcément que l'ego est négatif. J'ai bien nuancé. Mais parfois, par honte, on n'ose pas faire les choses parce qu'on a peur de ce que les gens pourraient se dire si on le faisait alors qu'on ne l'a pas fait. Et comme on ne le fait pas, on se demande ce qu'ils disent de nous parce qu'on ne le fait pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête et on reprend. C'est spiralaire, ça ne s'arrête jamais. Je pense que la pire des relations amicales, amoureuses, familiales, c'est une relation qui nous fait plus nous sentir dans la honte que dans l'épreuve. La honte, c'est tellement puissant parfois parce qu'on va se dire oui, je vais pas le faire. On sait jamais. L'épreuve, c'est palpable, c'est là, on l'accepte. Et pour grandir, on a besoin de faire face aux épreuves. Et une personne qui veut nous faire grandir va parfois nous donner l'impression qu'il nous met dans une situation ridicule. Non, là c'est ton ego qui parle. Il nous met à l'épreuve. Allez, let's go. Comment tu vas faire? Mais celui qui nous fait sentir dans son silence de la honte, ça va être compliqué. Parce que ça nous paralyse. Est-ce que c'est un sentiment aujourd'hui contre lequel tu te bats encore? Non, pas du tout. Oh.
J'ai fait ma propre thérapie et au contraire, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont aidé à ce niveau-là. Si j'ai bien une qualité, qui est aussi un défaut, c'est que je m'en fous. Ouais. Je m'en fous. Je sais pas comment te dire. Je m'en fous. Je pense que c'est dû à la culture anglo-saxonne que j'ai eue. Je suis arrivé en France, il y avait déjà des moqueries. Je dis, ah ouais, ben si les gens ils rigolent, bon, ils sont comme ça. Ouais. Le rapport à l'erreur en France est particulier. Le rapport à l'erreur, le rapport à la faute, etc. Au bout d'un moment, quand tu l'acceptes, tu vois et tu creuses que souvent, c'est une manière pour les individus de camoufler leur complexe personnel. Je rigole de l'autre pour ramener l'attention vers l'autre parce qu'il ne faut pas que la lumière vers moi. Non. C'est lui là-bas, c'est lui. Ouais. Une fois que tu as compris ça, tu pardonnes les blessures des gens. De ce fait, tu pardonnes leurs conneries aussi. Tu l'as aussi abordé un petit peu. Être différent, c'est... Être différent, c'est accepter sa singularité. Être différent, c'est accepter sa singularité. On a tendance à dire, il faut se différencier, il faut vous distinguer. Non. Restez connecté à votre propre personne et par nature, vous vous distinguerez. Par contre, ça va donner quoi? Lorsque derrière, il va falloir faire face à d'autres personnes qui sont différentes. La réelle personne qui a une singularité avec elle-même bien alignée, sans dérangement, c'est la personne qui sait faire preuve d'assertivité. C'est-à-dire que lorsque je suis en face de l'autre, je me sens ni offusqué, ni menacé, ni obligé de descendre l'autre. Je suis là, tu es là, nous sommes là, vous êtes là, bon j'arrête. En gros, tu vois, mais globalement, c'est ça. Là, c'est... Maintenant, Shadrach, maintenant, je vais pouvoir te cuisiner. Exactement. Là, on va aller chercher dans les profondeurs au travers d'une question que je vais te poser, Shadrach, pour que les gens comprennent et pour que moi aussi je comprenne qui j'ai en face de moi et avec qui je suis en train de parler. Alors, Shadrach, c'est quoi ton histoire? Tu disposes de combien de temps, là? T'as tout le temps qu'il te faut. On va aller sur plusieurs anecdotes. Je commence par le résumé. Il était une fois un individu du nom de Shadrach Kilanga qui avait un rêve. Se sentir exister sans offusquer les autres. Et il a vu que les mots peuvent faciliter cela. Les mots peuvent transformer les gens. Les mots peuvent fédérer. Les mots peuvent diviser. Mais les mots, tant que les mots circulent, il y a l'existence d'une société. Premier chapitre, disons que c'est plutôt ma mère qui s'occupe de ce chapitre. Elle m'a dans le ventre. On fuit la guerre au Congo, l'instabilité géopolitique plutôt. En Angola, il y a encore de l'instabilité. Une anecdote particulière que j'ai pu vivre, ma mère me raconte ça, c'est que j'ai frôlé la mort avant de naître. Ah oui. Oui, un soldat pointe sur le ventre de ma mère. Ça va, tout s'est bien passé, je suis là. Ma mère m'en parle beaucoup. Elle a expliqué certaines particularités que j'avais quand j'étais petit. J'étais toujours posé, je faisais ma vie. En même temps, j'avais, selon elle, un don. Je ne vais même pas rentrer là-dedans, c'est que j'ai prophétisé certaines choses. D'accord. Alors, prophétiser, c'est que j'ai dit à l'avance des choses qui allaient arriver alors que j'avais à peine 3 ans. Ok. Bon. Moi, là-dessus, j'étais pas conscient, donc... en tout cas, ouais. Bon. T'as donné des exemples ou pas? Oui, mais factuel. J'avais annoncé la mort de Mobutu. D'accord. La veille, et puis le lendemain, il était mort. Ah ouais. Oui, bah voilà. Attention, Death Note. Ouais, grave. Attention, je peux dire, c'est bon, il est mort. L'Afrique du Sud, chapitre 2 pour moi. Chapitre 2 où je me sens exister, je me sens vivre également. Je parle socialement, je me connecte à des individus, je suis dans ma période de sensibilité langagière, donc j'apprivoise la langue qui était la langue anglaise qui est parlée là-bas de manière sud-africanisée. J'apprends également à interagir avec tout le monde. J'ai l'un de mes meilleurs amis que je rencontre très rapidement, que j'aime beaucoup, mais qui meurt très rapidement après. Loïc, une pensée à lui. L'Afrique du Sud, c'est aussi l'innocence, l'insouciance, parce qu'il y a toujours l'espérance. C'est pas parce que les gens sont bêtes, c'est juste que les gens ont une réalité, ont conscience de la réalité sociale, post-apartheid. Il y a encore des fractures, il y a encore à payer des factures, et les personnes ont comme réponse à cela la joie.
on vit ensemble, mais dans une pauvreté profonde. Pour que tu aies un ordre d'idée, tu vois ce que c'est qu'un KGB? Ouais. On va imaginer, ou par exemple, on va imaginer des maisons qui, à côté, ont une petite maison où ils mettent leurs affaires dedans, etc. Nous, on habitait dans une maison comme ça. C'était pas une maison. Ouais. C'était d'ailleurs la générosité des personnes qui y habitaient qui nous ont laissé dormir là-bas. Au sol, simple, on se brossait les dents dehors. Mais je pense dû à l'enfance également, la joie. La joie. La joie. Quand je pense à l'Afrique du Sud, je vois les couleurs. Ouais. Je vois les arbres, je vois comment c'est beau. Je vois le sourire, je sens les rires forts. Et je vois également des personnes qui ont une force intérieure que l'on ne pourrait jamais mesurer. J'ai, dans le chapitre suivant de ma vie, je fais une arrivée brusque ici en France. Et pourquoi vous partez Je pense que ma mère avait des ambitions plus grandes pour nous. Ouais. Je pense que ma mère avait une vision qui finalement, avec le temps, je dirais, et peut-être qu'elle va confirmer aujourd'hui, était à la hauteur de ce qu'a fait mon grand-père. Ouais. Je pense qu'elle avait envie de se dire, ouais, il faut que économiquement ça puisse suivre, il faut que culturellement ça puisse suivre, une réelle ambition. By the way, la mère dont je vous parle, ma mère parle anglais couramment, portugais couramment, français, lingala. Elle a une intelligence en elle qui est naturelle, et c'est l'intelligence relationnelle. Ma mère sait comment se comporter avec les gens. Je peux pas le dire autrement parce que je pense que j'hérite d'elle à ce niveau-là. Ma mère est amie avec tout le monde comme elle est amie avec personne. Ça veut dire que elle sait comment s'intégrer dans un groupe simplement. Ouais. Elle a toujours le sourire. Elle a toujours été résiliente. Elle est partie à l'aventure. Chapitre 3, arrivé en France, de manière brusque. Il y a mon frère qui est resté là-bas. Nous, on arrive ici. Quand je dis nous, c'est moi et ma petite sœur. En France, je fais face à ce que je vais appeler un choc interculturel. Oui, c'était choquant pour moi de voir des moqueries. C'était choquant pour moi d'entendre des moqueries et de voir des grimaces dues à des ricanements parce que tu dis mal une phrase ou parce que tu emploies mal un mot. Il y a des personnes qui diront oui, mais tu sais, les enfants, non. C'est le reflet des parents. C'est le reflet d'une culture. Non seulement tu as la barrière linguistique, je me vois, moi, je suis là en CP, je suis là avec toute la motivation, avec mon accent un peu anglais. Comment tu t'appelles, Shadrach? C'est Shadrach, c'est ça? Non, Shadrach. Mais pour qui il se prend, celui-là? Ouais. My name is Shadrach. Oh, il se la pète, celui-là. No. We call me Shadrach. C'est comme ça qu'on le prononce de base. Ouais. Après avoir accepté quelques fromages et quelques croissants français, j'accepte maintenant qu'on m'appelle Shadrach. Même mon propre prénom, prononcé d'une manière différente que ça devrait se prononcer en français, était l'objet d'une moquerie. Je dis, vous êtes sérieux, vous? Ah non, t'as dit 8 au lieu de dire 8. 8? Non, on dit 8, on dit pas 8. J'ai trouvé ridicule, en fait. J'ai dit, mais... Et alors? Ouais. Et déjà aussi jeune, ça t'a laissé impassible, je veux dire. Si, ça marque. Je pense, et je le défends aujourd'hui avec beaucoup de recul, j'ai appris la langue française pour exister socialement. Ouais. Dans un premier temps, quand t'es petit, les enfants, ils ont envie d'avoir des amis, ils ont envie de jouer avec des personnes, même si ce sont des inconnus, juste jouer. Jouer seul, c'est pas pareil que jouer avec d'autres personnes. Tu es là, on te voit, on se dit, et tu n'es pas le seul, hein, parce que finalement, c'est vrai, quand j'en parle, j'ai l'impression d'être seul. Non, il y a d'autres blédards avec moi, les blédards. Tu es là et les gens pensent que par l'absence de tes propos bien alignés, comme le vaudrait la langue française, tu n'existes pas socialement. Ouais. Et finalement, je m'accroche à ce rapport au mot, parce que je sens que ça contribue à mon identité. Pour moi, c'était des mauvaises raisons. On ne peut pas simplement apprendre une langue pour exister socialement. Mais ça m'a permis d'explorer l'aspect identitaire des mots. Puisque finalement, les mots sont les reflets de qui l'on est, sont les reflets de ce qui se passe en nous. Je ne sais pas qui m'en avait parlé à un moment, c'est une personne qui m'a dit « le meilleur des livres ». Et je te le donne gratuitement. Je te ferai quoi? Je te ferai un emballage, tout ça, boum, boum, boum. T'ouvres le livre
Et là, tu vois, miroir sur toi. C'est une manière métaphorique pour dire que ce que l'on lit, ce qu'on va lire, ce qu'on va écrire, va être en conversation avec ce qu'il y a en nous. Cognitivement, émotionnellement. Mais ça veut aussi dire que à travers les mots, les mots écrits comme les mots oralisés, on peut poser notre trace. Nous sommes ici avec une conscience du passé, alors que ce n'est pas palpable, parce qu'on a lu des choses. Il y a des personnes que l'on défend corps et âme, alors qu'on ne les connaît pas, mais juste parce qu'on a lu et qu'on a entendu ce qu'ils ont dit. Pour dire à quel point les mots ont une puissance stratosphérique. J'ai exploré par cela l'identité, le rapport à l'identité. D'abord, dans des circonstances, on va dire, de contraintes. Il fallait apprendre. D'ailleurs, tu as aussi ce côté qui est le cycle scolaire. J'avais un peu honte de partir en CLIS. C'était la classe des blédards. J'avais tellement honte que j'en pleurais. Quand je ne comprenais pas, non, expliquez-moi, il faut vite que je puisse revenir avec les autres. Et ce côté têtu, je l'ai encore aujourd'hui. C'est, si je ne comprends pas, je ne te lâche pas. Les professeurs étaient traumatisés par ma personne. Si je ne comprends pas, je te lâche pas, je reste avec toi jusqu'au bout. Je m'en fous de savoir si on est 400 en amphi ou si on est 2 ou 3. Je te poserai des questions jusqu'à ce que tu puisses réellement me faire comprendre la chose. Bien sûr, il y avait les moqueries, mais qu'est-ce qui t'a permis de prendre cette distance-là, de dire, pour me passer de ces moqueries, pour éviter ces moqueries, il va falloir que j'agisse. Je pense que c'est la survie. C'est comme ça. Je pense que c'est la survie. En tout cas, si on parle précisément à la période où je suis enfant, c'est la survie. C'est la survie. Théorie du cerveau triunique. Paul MacLean, neurobiologiste, qui explique que nous avons 3 régions cérébrales qui réagissent de différentes manières selon les informations que ces régions identifient. La région la plus basse, c'est-à-dire la partie la plus basse du cerveau, c'est le cerveau reptilien. Ce qui nous sert de survie, de réaction, parfois d'agressivité. Parce que finalement, le cerveau reptilien a une certaine primitivité qui parfois est nécessaire, mais qui parfois est stupide. Typiquement, quand on scrolle comme ça, parfois on scrolle, on ne remarque pas. Ça crée des automatismes. Cerveau reptilien. Oh non, j'aime pas, j'aime bien. Directement, je vois des chiffres sur le tableau. Oh non, ça va être compliqué. Cerveau reptilien. Le cerveau limbique, c'est ce qui va nous aider à aspirer, à mémoriser grâce aux émotions. Je te parle de ça parce que je pense avoir été dans la survie. Mais quand tous les jours, on est là, blédard, et t'as un minimum de fierté, tu dis, oh, ouais, quand même. C'est qui ce genre-là? Tous les jours comme ça, au bout d'un moment, arrêtez-vous. Je dis, ah ouais. Eh ben, t'es là, tu travailles et puis tu viens et tu dis, ok, le jour tu peux parler, ça devient quoi? Et si le scénario est un peu contrasté, totalement contrasté, sans dresser un parcours académique d'élite, je m'en fous de ça. Je suis allé jusqu'au doctorat, bravo, super, mais ça devient celui qui est excellent partout. J'avais développé un rapport aux mots qui, souvent, me faisait rappeler ce que j'appelle l'excellence. D'autant plus que dans la culture congolaise, et ça aussi il faut le dire, les Congolais de RDC comme les Congolais de Brazza, il y a ces réflexes qui sont parfois les conséquences post-coloniales, qui est de se dire, quand tu parles bien français, ça veut dire que tu es intelligent. Et ça, on le sait tous. À un tel point que, il y a aussi une réalité que l'on va dire et qu'on n'explique pas assez. Moi, mon éloquence, et j'aimerais dédicacer ça à tous mes oncles, toutes mes tantes, c'est aussi ma famille. Les Congolais, on est connus pour parler bien, parfois trop exagéré même. Alors le Congolais, c'est un comédien. Le Congolais il va se mettre, oui, évidemment, vous savez, la circonstance de ce que nous allons expliquer ici. Je pense que les gens, ils vont avoir en tête Eddie Malou. Eddie Malou, il faut quand même qu'on pardonne Eddie Malou. Eddie Malou est sérieusement malade. C'est un ancien professeur qui est tombé malade. C'est vrai qu'on entend beaucoup de jargon qui balance comme ça, mais quand tu creuses, tu sens quand même que c'est intelligent ce qu'il dit. Mais il est malade actuellement. Après, il en joue aujourd'hui, je ne sais pas s'il en a conscience d'ailleurs. Mais Eddie Malou, effectivement, Eddie Malou, c'est la congolexicomatisation. Exactement. Le créateur du Valium. Tout ça accumulé plutôt.
les moqueries, la culture, etc., me fait me dire, ouais, en fait, les mots, c'est peut-être une arme. Mais j'en ai pas vraiment conscience à ce moment-là. Chapitre 4. Shadrach le jeune. Shadrach le jeune, c'est finalement un individu qui va s'identifier, malgré lui, à la rue. Malgré lui, à la rue. Tu sais, quand on dit... Et là, j'ai une pensée pour tous les jeunes de quartier. Quand on dit, ouais, je viens de la rue, souvent les gens ne comprennent pas. Les gens se disent, ouais, mais c'est quoi cette manière de se définir? Je viens de la rue, c'est quoi? C'est pour faire peur? Ça reflète énormément de peine. Ça veut dire quoi, quelque part? Tu vois, quand je sors de mon bâtiment, là, tu vois, quand je sors de chez moi, celui qui m'accueille sans problème, avec beaucoup d'amour, et qui me dit, installe-toi, c'est la rue. Ça vient de là. C'est, les gars, vous faites quoi? On est là. On est là, on est posé. On va jouer, c'est la rue, nous sommes ici. Et là où on veut aller, dans tel événement, on veut pas de nous. Mais dehors, on est chez nous. Cette illustration-là, aussi caricaturale qu'elle peut sembler, est juste fidèle à ce qu'elle dit. Quand quelqu'un va dire, oui, la rue, c'est vrai que ça peut sonner péjoratif, même pour une mère. Comment ça, tu viens de la rue, tu viens de mon ventre? Quand tu le vis, tu comprends. Tu sais qu'il y a une période dans ta vie où il y a des personnes qui le vivent aussi aujourd'hui. Tu te sens plus chez toi, dehors, pas à faire la fête, dehors, à rien faire, que d'être chez toi à faire quelque chose. Parce que là-bas, il y a des gens qui t'ont donné une place, quelque part. C'est ça. Et la particularité que j'ai vécue, en tout cas moi à ce moment-là, je pense, et je ne pense à tous mes cousins, Aristide, Cédric, à tous les amis derrière, je ne pense à toutes ces personnes-là, qui m'ont apporté l'amour paternel qui me manquait. Dans la formation d'un homme, ou du moins dans la formation d'un garçon pour devenir un homme, je suis de ceux qui pensent très profondément qu'il y a des limites pour une femme. Ma mère peut avoir le caractère qu'il faut. Elle peut avoir la bonté, la volonté qu'elle veut. Elle pouvait avoir la masculinité qu'il fallait. Il fallait absolument l'intervention d'autres êtres au masculin. Et à ce moment-là, les premiers, ce sont mes cousins. Mes cousins, je sais qu'ils vont être touchés d'entendre ça. Ils m'ont bercé. J'ai pas envie de le dire autrement, mais j'ai passé mes vacances là-bas, on kiffait. Et ils étaient âgés de moi de plus de 9 ans. Je sais pas si tu réalises quand même le truc ou pas. Ils étaient âgés. Moi, j'étais le petit, etc. Ce sont des échanges informels. On joue, on regarde des films, on fait ci, etc. À la fin, on finit dans des trucs bizarres. Eux, ils sont dans des trucs bizarres, ils veulent me protéger. Mais ils voient que le petit, il est furtif. Bam! Moi-même, fais des trucs bizarres de mon côté. Parce que quand tu grandis avec des personnes plus grandes que toi, t'as un coup d'avance. Je pense que ceux qui l'ont vécu vont comprendre. T'as toujours un coup d'avance. Tu sais, grâce à leurs conseils, ce que toi, tu devrais faire maintenant, dans le bien ou dans le mal. Dans le bien ou dans le mal. Nous sommes à une époque où, dans les quartiers, dans les interactions avec les grands, quand tu es petit, tu ne te mélanges pas avec les grands. Si on t'accepte, tu as de la chance. Et tu es très pudique en face des grands. Tu ne te montres pas en train de faire n'importe quoi. Même être avec une copine et un grand qui te voit, tu as honte. Ça, c'est une époque que les gens n'ont pas connue. Beaucoup de jeunes n'ont pas connu aujourd'hui. Tu pouvais pas... Non. La seule raison pour laquelle j'étais avec mes cousins, c'est parce qu'il y avait le lien familial. Mais avec lesquels on s'est identifié parce qu'on s'est dit, on a l'impression d'avoir été abandonné. Je parle pas des parents. Je parle pas de ma mère. Ma mère, elle a fait ce qu'elle pouvait. C'est juste cette carence-là. Et cette carence, elle est où? Ah, du côté du papa? Ah, peut-être. Mais je parle pas contre lui. Mais c'est un sentiment qui est... Pourquoi quand je suis dehors, je suis bien? Et tout à l'heure, tu dis un mot fort qui est tes cousins, ton entourage, à ce niveau-là, t'as apporté la masculinité qui te manquait. Oui. Qu'est-ce que c'est concrètement, finalement, que ça t'a apporté? Je vais te raconter une histoire. Et là, j'ai une pensée pour Tony. Dedans, il y a Tony, il y a Aristide, il y a Cédric, il y a d'autres personnes aussi qui étaient dedans. Le grand cousin Tony,
À ce moment-là, il faisait du karaté. Un jour, il reçoit un appel d'un individu d'un quartier qui l'appelle et qu'il ne connaît même pas, qui l'insulte. Il insulte lui, sa mère, etc. Et lui donne l'adresse. Tony vient nous voir. Il en parle avec Aristide. Il en parle avec Cédric, qui sont les grands. On fait comment? Tac, tac, tac. On y va là-bas. Tu vas régler ton truc avec lui. Nous, on reste autour pour voir s'il y a empêchement, parce qu'on va partir chez eux. Alors, c'est pas à l'époque où les gens se battaient avec les couteaux. Non. C'est bagarre. Boum, 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 boum. Tu y vas, tu règles ton truc, et après, on rentre. Moi, en fait, j'y vais, je suis presque spectateur de tout ça aussi. Ouais. Tu sais, je regarde et je vois, en fait, la confiance, le calme. Parce que Tony qui est là, et Tony a une voix douce, il est calme. Tony, c'est quelqu'un de souriant, il aime rigoler. Pendant qu'on marche, on est en train de rigoler. En fait, on part même pas là-bas avec l'énervement. On arrive là-bas, on savait que bon, il allait boum, boum. Ça n'a même pas duré, sans mentir, ça n'a même pas duré 15 secondes. Voilà, il a tapé vite fait. Tout. Moi, le lendemain, je sors, je suis là-bas au quartier, je suis en train de jouer, etc. Et d'un coup, il y a des gens qui crient « Ouais, il y a des gens là-bas, il y a des gens là-bas !» Je vois 50 personnes. 50 personnes. C'est littéralement 50 personnes. La personne qui est tout devant a batte de baseball. Il y en a qui ont des couteaux. Il y en a carrément, j'ai vu un gun. J'ai dit quoi? J'ai couru. J'ai crié, ah les gars, ils sont là. Mon cousin qui est là qui me dit, mais de quoi tu parles? J'ai dit, ils sont là, il y a des battes de baseball, il y a tout ça. Il dit, ok, on arrive. Et toi, t'as quel âge à ce moment-là? 12 ans. Ah ouais. On arrive. Aristide, Cédric, Tony, les autres cousins qui étaient là également, ils descendent. On se rejoint dans un grand parc comme ça. Les 50 en face, nous sommes 6. Tony me dit quoi? Mon garçon, dans la vie, faut que tu aies peur de personne. Je le regarde. Il a peut-être lu en moi un peu de... Je dis, attends, ils sont 50 en face quand même. Je dis, il faut avoir peur de personne. Mon cousin Aristide s'avance. En fait, il s'avance vers celui qui parle. Ah ouais, comme ça, vous venez chez nous, vous frappez nos petits ici, vous frappez nos petits. Aristide qui est là. Non, il n'y a rien. Non, c'est pas ça, non. Non, c'est parce qu'il y a ça qui s'est passé. Eux, ils ne savaient pas l'histoire. Ils ont juste entendu le mec qui est venu, il s'est fait balayer. Et ils se sont dit, ah, ok. Et Aristide commence à tenir la batte de baseball du gars en même temps. Ils sont en train de parler. Non, il n'y a pas ça, etc. Et à un moment, Aristide tire et pousse la batte de baseball sur le côté. Et à ce moment-là, tous les mecs sont en train de foncer sur nous. T'as Aristide qui crie « Tony, attrape la batte de baseball !» Tony prend la batte de baseball. Première tête, boum. Ah ouais. Eux tous y fuient. Bombe lacrymo. Eux tous y fuient. Je vois les 50 personnes en train de partir. Je suis en train de me dire, mais attends, mais c'est fou ce qui se passe. À 12 ans, t'es marqué. Hein. Ouais. Et mon cousin Tony me regarde et me dit, tu vois, faut pas avoir peur. Ouais. Et moi, ce qui m'inspire là-dedans, c'est pas la violence ou quoi. Ce sont ces phrases-là. Tony avait une voix douce. Je sais pas si vous réalisez, Tony, quand il parlait calmement. C'est-à-dire, il a frappé la personne, et puis il parle. Faut pas avoir peur. Ah, mon garçon, faut pas avoir peur. Il n'y a que Dieu qui peut t'arrêter ici. Ah, ça aide. Ensuite, on discute surtout. Sexualité. C'est important d'en discuter aussi. Ah oui. C'est pas avec ta mère que tu vas pouvoir parler de ça. Du moins, c'est pas avec ma mère que je pouvais parler de ça. Et déjà, à ce niveau-là, Tony, finalement, peut-être même tes autres cousins t'apportent cette sécurité, cette sérénité au niveau de la protection, de te sentir protégé, de te sentir... Je pense qu'il y a ça littéralement, mais ils m'apprennent aussi à pouvoir moi-même me protéger. C'est ça que je trouve extraordinaire. On va à la boxe, on va faire des trucs de combat, etc. En fait, ils m'apprennent la rue. Ouais. Et j'ai vraiment envie de dire qu'ils avaient toujours le souci. Non, attention, Cédric qui était le plus grand, il disait, faut pas le ramener dans n'importe quoi. Et moi, je disais, ah non, t'inquiète. Moi-même, je suis rentré dans n'importe quoi de moi-même. Mais même quand je suis rentré dans n'importe quoi, elle a dit, tombe pas, fais attention. Il m'a appris le respect. La nouvelle génération aujourd'hui, cette généralité encore une fois, et je m'excuse si
Il y a des personnes qui se sentent visées, mais c'est pas ça le but. N'a pas conscience des conséquences des actes. Quelqu'un va dire quelque chose de grave, à l'époque, boum, conséquence directe. Ça peut s'articuler de manière très violente, mais ça t'apprend le respect. J'ai vécu des moments crus, mais au masculin avec eux. Des moments où ils m'ont repris direct. On parle pas comme ça. Fais pas ça. Tac, tac, tac. Et cette période juvénile, elle est assez loin d'un point de vue moi individuel. Cette période de délinquance, elle est assez loin. J'ai toujours été très malin. Dieu merci, je n'ai pas été dans une situation délicate d'un point de vue administratif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vivre tranquillement, mais j'ai tiré de leçons de cette vie-là. L'observation, l'écoute, l'attitude, la manière d'être, le rapport à l'autorité, le fait de ne pas être dans ce qu'on nous a appelé à l'époque la hagra. C'est-à-dire être injuste avec les gens, les frapper injustement. Parce qu'on savait que dans la rue, ça se retournait toujours contre toi. Ouais. Toujours. Ouais. Le fait d'être correct, droit, ponctuel, le fait de ne pas parler pour rien. On apprend des principes qui nous aident toute notre vie. On apprend à regarder les gens sans toujours être impressionné. On apprend à discerner ce que les gens disent. On apprend vraiment le rapport à ce que j'appelais l'intelligence relationnelle. J'ai hérité de cela avec ma mère, mais à ce moment-là, quand je deviens, entre guillemets, un garçon qui devient plus ou moins actif de sa vie, je pense qu'on tombe dans toutes ces bêtises-là, c'est pas simplement pour le plaisir d'être dans ces bêtises-là. Je pense pas. Je pense que il y a cette envie d'être un peu les Robins des Bois. Ouais. C'est vrai, hein, d'être les Robins des Bois. De se dire, ok, et si on pouvait apporter à manger tout le temps, et si on pouvait avoir une vie différente. Et en même temps, ça nous apprend le rapport à l'action. Il faut y aller, il faut être calculateur, etc. Le jour où je me décide d'arrêter tout ça, mes cousins ont constitué ma dernière épreuve quand j'ai voulu m'arrêter. J'étais tellement chaud qu'ils m'ont proposé un truc. Alors on dit un truc parce qu'on n'est pas là pour parler de ça. Et quand ils m'ont proposé ces trucs, ils étaient venus me voir. Ouais, Chirac, ça fait longtemps, tac, tac, on a ça, vraie affaire. Boum, t'en penses quoi? En plus, t'es dans cette zone-là, let's go. Je suis plus dans ça, moi. Ma définition, elle n'est pas là. Non, je suis dans ça. Entre-temps, j'ai l'un de mes cousins qui a fait un accident en voiture. J'ai l'un des amis du cousin qui est en fauteuil roulant, qui a du mal un peu à parler. Il y a d'autres personnes qui ont fait de la prison, qui ont fait ci. Je me dis, ouais, il fallait que je tire le meilleur de ça. Et en même temps, on m'a échappé du pire de ça. Quand quelqu'un décide de changer, il ne peut pas être hypocrite. Non. Parce qu'il décide de changer. Ce ne sont pas les circonstances qui le font changer. C'est lui. Il se dit, ok, là, je dois changer. Et le changement, c'est pas forcément un changement qui est le dégoût de mon passé, mais plutôt, je dois explorer de nouvelles choses. Ouais. Et j'ai pas l'impression que ce soit ça. Et j'ai même l'impression que si je continue dans ça, je vais devenir une personne, et j'ai une pensée à Tito Prince, l'artiste, un Congolais, qui témoigne beaucoup de son changement de vie. Et j'aime beaucoup cette phrase qu'il dit dans la musique Zaïko, quand il parle de lui quand il était petit. Et il dit, les gars, j'ai peur de ne plus savoir répondre à la question « Qui suis-je » Et qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ça? C'est encore un mystère. Oui, c'est encore un mystère. Je ne saurais pas te dire. Ouais. Émotionnellement, ça s'est articulé comme une lassitude que j'ai eue pour ce que je faisais. Il n'y avait pas d'événement particulier. Tout allait bien d'ailleurs. J'ai eu d'un coup un sentiment de lassitude. Est-ce que tu t'es dit à un moment donné que tu faisais tout ça par mimétisme ou pas? Je suis sûr et certain qu'il y avait une influence. Je suis sûr et certain. Je me dis, si mes cousins n'étaient pas dans ça, j'allais pas, de l'autre côté, quand ils sont pas là, être dans ça. Mais je n'accuse pas mes cousins. Je dis juste que j'ai pris mes responsabilités au bout d'un moment. Ouais. Je suis sûr et certain qu'il y a eu du mimétisme. C'est même sûr et certain. Je ne peux pas imaginer l'inverse. Du moins aujourd'hui. Mais ça ne s'articulait pas comme le jeune qui est influent et qui est juste, qui parle au nom de ses cousins. Non. J'étais vraiment dans le leadership de ça.
Mais une fois que ça s'est passé, ça c'est chapitre 5 maintenant, chapitre 5. C'est ce que je vais appeler pour moi la rédemption. C'est vraiment le mot qui me vient en tête. La rédemption qui est de dire, ok, j'ai l'impression que la vie que je menais avant, alors, je veux quand même avoir une pensée pour les gens qui disent que c'est de l'argent facile. C'est pas facile. C'est pas de l'argent facile. Mais c'est une voie facile à l'argent et c'est pas pareil. Si avant, on était tombé dans ça, et j'étais tombé dans ça, c'est parce que c'était la première chose qui arrivait vite. Parce que j'avais aussi faim, je voulais plus, je voulais arriver à un changement. Mais cette énergie-là, je peux l'utiliser dans autre chose. J'ai arrêté de faire tout ce qui est illicite, mais j'ai continué à vendre des choses. On vendait des casques Beats Detox. Je sais pas, tu te souviens. Ouais. Il y avait les casques Beats. Non, mais c'est réel. Je suis ému même quand j'en parle parce que là, je viens de penser à Bilal. Bilal va se reconnaître dans cet audio. Il y avait les petits casques Beats et il y avait les Detox qui étaient plus grosses que ça, qui étaient tout noir. Ouais. Ça coûtait 500 €. Ouais. 500 € l'unité. On en avait en masse. Bilal, il avait des vraies affaires. J'ai dit, mais attends, mais où est-ce que tu trouves ça? Il me montre, etc. J'ai dit, non, c'est bon, c'est pas illégal, let's go. Let's go, bam, bam, bam. Et franchement, entrepreneurialement parlant, on a toujours été dans un mindset qui était, on va se débrouiller. Par contre, là, on va pas aller sur une voie qui va être immorale. C'est surtout ça aussi, immorale. Mais ce qui est terrible dans ça, c'est pas de la revendication qui est, moi, je veux être un hustler. Non, c'est quand tu es chez toi, tu dis, maman, j'aurais besoin de 5 € pour la cantine. Ouais. Non, il n'y a pas l'argent. Je dis, maman, j'aimerais bien avoir la Play. Ouais, bon, on verra. Ma mère, elle a fait comme elle pouvait. Mais à chaque fois, tu as des petites frustrations, tu dis. Ouais. Et il y a le côté aussi fierté masculine. Tu te dis, bon, je vais me débrouiller. Donc le côté hustler, j'ai toujours eu. Et c'est vrai que ce côté hustler qui a eu aussi un parcours scolaire qui était, ok, il faut que je vise quelque chose de gros. Mais en vrai, je sais pas quoi. On va prendre tout ce qui est bon. Ce chapitre de la rédemption, c'est finalement orienter tout mon potentiel, finalement tout mon être, vers ce que je vais appeler la vertu, aux dépens de ce qui est autre que la vertu. Et ce chapitre-là, il arrive à quel moment de ta vie? T'avais quel âge? On va dire la période en première du lycée. C'est-à-dire pas post-bac, mais presque en terminale, mais la première. Et je subis les conséquences de ma vie d'avant. Pour qu'on soit aussi très transparent, j'étais normalement au lycée Jacques Monod. Lycée Jacques Monod qui était un lycée général dans l'agglomération orléanaise, qui a sa réputation, mais qui à l'époque était plutôt cool. Le proviseur m'a dit, bah toi, on devrait vraiment faire une statue de ta personne, parce que t'as tellement été absent que tu es devenu une légende ici. Je n'étais pas absent. J'étais dans l'établissement, mais je faisais autre chose dans l'établissement. Ouais. La voie qui suit, c'est simple. T'es fini, au revoir. Ouais. Et il y a le lycée qui m'accueille, lycée Paul Gauguin, Orléans-la-Source, seconde, je suis encore dans les trucs bizarres. Les gens savent pas trop, mais première, je commence à me calmer. Ah ouais. Le lycée peut-être le plus agité d'Orléans, mais c'est là où je me calme. Je me calme parce qu'il y a une lassitude, mais en même temps, il y a aussi des personnes exceptionnelles qu'on rencontre, des personnes qui ont une humanité extraordinaire, une pensée à beaucoup de personnes, notamment moi, Monsieur Marie, qui était proviseur à ce moment-là. J'ai une pensée aux surveillants, j'ai une pensée à Aïcha, qui était à l'écoute, toujours bienveillante. J'ai une pensée à tellement de personnes. Tellement de personnes. J'avais un surveillant qui disait, il disait souvent, j'étais viré de cours, il me voit venir, il me dit, Shadrach, les travail d'abord. Les travail. Il faut que tu travailles. D'accord. Et en fait, j'avais vraiment ça en tête, il me radait. Shadrach, les travail d'abord. Faut pas être pressé, le travail. Une fois qu'elle fait le travail, le reste, après, c'est bon, ça vient. J'ai Madame Beaufils. J'ai une grande pensée pour elle. C'était la CPE. Elle a toujours été, en fait, pas à l'écoute de ce que je disais, mais elle essayait de ne pas me contraindre. Elle essayait de ne pas m'asphyxier par ses paroles à elle. Elle m'observait. Elle avait toujours des phrases précises qu'elle me balançait. T'es passé en conseil de discipline.
Ça se fait pas. Tu as raté pratiquement 2 mois à l'école. Ça se fait pas. Je veux que jusqu'à la fin de l'année, tu ne fasses pas profil bas. Je veux juste que tu restes toi. Laisse pas les autres t'affecter. Elle m'a dit ça en pleurant. Je me suis dit, waouh, attends. Quel conseil fluide, simple. Ma mère me disait, Shadrach, dans la Bible, il est écrit, humiliez-vous et on vous élèvera. Reste humble. Et c'est dans ce côté simple qui est, ok, concentre-toi là où tu dois te concentrer, qui a fait que j'ai eu mon bac, c'était super, bravo. J'ai continué en comptabilité. Et là vient le chapitre 5. Chapitre 5, je vais appeler ça, j'appelle ça altérité. On sort du quartier, on sort du lycée, on fait face à des personnes que l'on ne connaît pas. Je suis de plus ou moins en ville, en même temps je suis à l'université ensuite, je rencontre des personnes différentes de moi, et j'ai tendance à penser que la découverte de soi réside dans le voyage vers l'autre. Mais je vis surtout une découverte de ma personne de manière encore plus accrue, puisque je fais face à des personnes que je ne connaissais pas avant, à une différence de niveau. Moi, depuis mon lycée de quartier, j'arrive en comptabilité. Je connaissais rien de la comptabilité. On me titille un peu. J'en ai parlé à une intervention il n'y a pas longtemps. J'ai un camarade qui s'appelle Quentin Rivaux. J'en ai fait mon rival. Il avait eu comme idée de faire un test qui était, ok, pour le premier contrôle, on fait un pari collectif. Celui qui a la moins bonne note, il paye à manger à tout le monde. Ah ouais. Et il dit, Chirac, toi, ça sert à rien de participer, t'es pas bon. Ah oui. Moi, je suis là, je me dis, ah ouais, il me connaissait de nulle part. C'est le début, il a vu ma dégaine, bam, tac, waouh. Non, lui, c'est Ronald Cartier, c'est sûr. Il doit pas. Mais il était pas mauvais, c'est une bonne personne quand t'arrives. Mais il me dit ça, je dis, ah ouais, sérieux, toi? Ok. J'accepte quand même de participer, mais derrière, je travaille. Je reçois en même temps des remarques de la part de notre professeur de comptabilité générale, qui est aussi notre professeur tout court, notre professeur général. Et qui me disait, on ne sait pas ce que tu fous là. Oh ouais, d'accord. Et en fait, quand je les vois, je dis, mais vous ne savez pas qui je suis. Dans ma tête, je dis, j'ai même pas besoin de vous répondre. Vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas la résilience qu'il y a en moi. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a en moi. Pas du tout. Je travaille beaucoup. Et puis, premier contrôle, j'ai, je pense, l'une des meilleures notes parce que c'était vraiment catastrophique pour tout le monde. Je crois que je devais avoir 13 ou 14 et tout le monde était à 3, 2. Voilà. Et je deviens le chouchou de la prof générale. Et j'ai trouvé ça magnifique. Je me suis dit, ah ouais, en gros, c'est ça la lumière qui est en toi. C'est ton parcours, c'est comme le parcours à l'image de cette symbolique qu'on appelle le kintsugi. Le kintsugi dans la culture japonaise, ce sont des vases que les gens font basés sur des pièces qui ont été récupérées par-ci et par-là, mais qui sont liées avec de l'or. Et c'est très beau à voir. C'est magnifique. C'est dire aux gens, malgré votre parcours, malgré les problématiques, acceptez ça, embrassez ça, avancez. Et avec de la sincérité dans ce que vous faites, avec une témérité particulière, avec une acceptation, même face à l'adversité, vous allez former un chef-d'œuvre, une histoire qui se lit, un film qui se regarde. Ça, c'est la petite dédicace, parce que derrière, j'ai aussi fait du théâtre. J'ai une pensée pour Thierry Falvisaner, qui m'a initié au théâtre et qui m'a permis de vivre une expérience avec une troupe portugaise. Cette expérience, on appelle ça la gâchette du bonheur. La gâchette du bonheur, c'est une pièce de théâtre où nous sommes tous alignés. Nous sommes 12 personnes alignées. Et on joue à la roulette russe. Tac, je fais, tac, il n'y a rien qui se passe, je passe au suivant. La personne essaye,
Et lorsque ça explose, poum, c'est une couleur qui explose sur ton visage, comme ça. Ok. Quand ça tombe sur toi, tu dois regarder en dessous du semblant de flingue. Et il y a comme une question ou juste une phrase sur laquelle tu vas te lancer en improvisation. Ok. Du type, quelle est ta plus grande peur? Mais les gens ne doivent pas comprendre directement la question. Ils doivent comprendre à travers ce que tu vas dire la thématique que tu as pu avoir. Et tu te lances en improvisation. Et ils peuvent rebondir sur ce que tu dis. Et du coup, ça fait vraiment quelque chose de très théâtral. Ça a changé ma vie, ça. Finalement, des pratiques qui me facilitent la prise de parole en public. J'ai toujours ce rapport aux mots. J'écris beaucoup. Et je fais la rencontre en 3e année universitaire de 2 personnes, Semre et Rima. Elles vont se reconnaître. J'apprends avec ces personnes j'apprends un peu plus sur la culture des grandes écoles. Semre parlait beaucoup des grandes écoles. Elle me suggérait, oui, essaye ça, etc. Je ne connaissais pas ce que c'était. Et juste par curiosité, pour savoir ce que je vais aller finalement dans cette société, sans dire que je n'avais pas confiance en moi, mais juste pour voir, ok, on va tester pour voir. J'ai pu souscrire à une grande école. J'ai Rima qui m'écrit, qui me dit, Charac, oui, il faut absolument que tu regardes la télé, il faut que tu regardes l'actualité, etc. Je dis, ah ouais, d'accord, c'est comme ça. Ok, je regarde l'actualité, je regarde. Et je regarde directement sur mon téléphone, Europe 1 dit ça, France Bleu dit ça, tac, tac. Et puis en anglais, tout ça c'est en anglais. Ça se passe tellement bien que l'interlocutrice que j'avais au milieu, qui était la membre du jury, qui était au milieu des 3 personnes, au milieu des 2 autres personnes, elle s'appelait Madame Fang, Phang. Elle m'a donné un contact. Elle m'a écrit son nom. Elle a dit, vous appelez telle personne, vous dites que vous venez de ma part et c'est bon, vous avez votre alternance. Par concours de circonstances, et je pense toujours grâce à mon intelligence relationnelle, je finis dans un entretien à la Banque de France. Je suis en entretien à la Banque de France sur Orléans là-bas pour devenir analyste financier. Et c'est toujours dans le même cadre qui est le fait d'intégrer la grande école en master finance d'entreprise. Analyste financier, c'était payé assez bien à l'époque. C'est très bien payé même pour un alternant. Au-delà de ça, pourquoi je te dis ça? Parce que ma seule motivation, c'était l'argent. Je dis, faut faire de l'argent, mais bien. Ouais. De manière morale. Voilà. Non mais c'est horrible, mais c'est réel. Ça, c'est bon, allez, là on peut faire, ok, let's go. Malheureusement, chapitre 6. Chapitre 6, c'est ça? Ouais. Introspection. Ah. Je descends de la Banque de France. Là, je rencontre une personne que je connaissais depuis un moment. Et la personne me dit, ah, t'étais à la Banque de France. C'est quoi? T'as des dettes? C'est qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, j'explique le contexte. Elle me dit, ah, mais stylé. La personne est heureuse. Je suis perturbé parce que je me dis, mais j'ai eu l'impression que la personne était plus heureuse que moi. Rien qu'à l'évocation. Sans vivre, ce que je dis, rien qu'à l'évocation. J'ai eu une gêne profonde. Je sais pas comment te le dire. À un tel point que j'ai tout remis en question. J'ai tout remis en question. Ça n'a même pas duré 2 minutes la conversation. La conversation n'a même pas duré 2 minutes. Directement, j'ai tout remis en question. J'ai tout remis, tout. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, je pense que je dois faire une année sabbatique. Ma mère me dit, mais c'est quoi une année sabbatique? Déjà, oui, de 1. Tu vois, t'as Pour commencer, avant de commencer déjà. T'as l'impression que c'est quelque chose de technique. Oui. Ouais, je vais faire une année sabbatique. Je vais rien faire. Quoi? Pourquoi tu vas rien faire? Tu vas parler d'école, tu vas parler de tout ça. Pourquoi tu vas rien faire? Non, je vais rien faire. J'ai besoin de me retrouver. Ma mère me dit, quoi? Tu t'es perdu? Sans ironie. Elle pose la question, elle comprend pas. Je dis, non, c'est plus compliqué que ça. Sur cette année-là, je fais une introspection qui me permet de te parler comme ça aujourd'hui. Je fais une réelle introspection. Parmi les éléments que j'ai pu mettre en place, j'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai fait un 360, c'est-à-dire que j'ai demandé à mon entourage, lorsque vous pensez à moi, quelles sont les 3 qualités qui vous viennent en tête. Et sur toutes les réponses que j'ai pu recevoir, souvent on me disait, Charac, tu parles bien. C'est là. Tu parles bien. Alors,
en vrai, c'est pas directement la révélation, non. C'est que, faut te situer, je suis étudiant en comptabilité de base, je parle chiffres, je suis motivé par l'argent, moi je parle chiffres. Et quand on me dit tu parles bien, c'est comme si tu me disais t'as de beaux yeux. Je m'en fous de ça en fait. Les gars, donnez-moi un vrai truc. Donc au départ, je valais ça. C'est quoi cette histoire? Oui. Et encore. Fasse quoi voilà, tu veux que j'en fasse. Parle bien, c'est super, ouais. Et alors? Et à un moment, je me pose vraiment et je dis non, le potentiel, c'est que, à travers des formations que j'ai pu suivre, des formations en neurosciences d'ailleurs, des formations que j'ai pu suivre, des formations également, un peu plus de développement professionnel, pour ne pas dire personnel, j'ai rencontré la culture de l'ikigai. Ikigai, dans la culture japonaise, c'est quelque part la raison d'être. La culture japonaise définit la raison d'être par le croisement entre 4 éléments. Il faut que cette raison d'être puisse répondre à la question première. Est-ce que ce que tu fais, c'est ce que tu aimes? As-tu une passion profonde pour ça? Deuxième question, es-tu fort là-dedans? D'un point de vue de la connaissance, de la maîtrise, la passion, l'expertise. Troisième, est-ce que les gens en ont besoin? Est-ce que tu arrives à répondre à un besoin des gens vis-à-vis de ça? Quatrièmement, arrives-tu à te rémunérer avec cela? Pour la dernière, ça n'a pas répondu à ma soif d'argent. C'est plutôt que dans la culture japonaise, la rémunération, c'est le fait que les gens puissent te donner quelque chose en contrepartie. Un merci, une reconnaissance, de la gratitude. C'est ça. Et ça peut s'articuler financièrement également. Et ce 360, il arrive comme ça? C'est vraiment, là, je parle de manière assez synthétique. J'essaie de prendre le temps, mais en étant synthétique, mais c'est surtout grâce à des mentors qui me disent des choses, qui me disent « Ok, fais ça », ou des formations que je suis, ou une phrase que j'entends quelque part. Parce que quand tu es dans une année sabbatique, tu es attentif à tout. Et c'est magnifique, hein, ce que je te dis, c'est que tu es vraiment, t'accueilles chaque chose qui arrive. Quelqu'un qui dit quelque chose, tu dis « Ah, ok. Oh ». Et j'ai tellement aimé l'attitude que l'on a quand on est dans cette acceptation de tout ce qui va arriver, que maintenant, toute ma vie, c'est comme ça. Je vois dans cette notion d'ikigai quelque chose qui m'intéresse, qui est, ok, je peux être bon dans beaucoup de choses, ça je le sais, parce que j'ai la détermination, mentalité seule, n'oublie pas, et j'ai quand même aussi un petit peu de compétences intellectuelles, je pense, j'ai l'impression, du moins. Je sais m'adapter, je peux apprendre un nouveau truc, pas de souci. Mais c'est la notion de passion qui m'interpelle, parce que de là où j'ai grandi, on a rarement parlé de ça. D'ailleurs, toutes celles et ceux qui allaient après ce qui relevait de leur passion étaient mal vus. On se moquait d'eux. Les artistes, les danseurs, etc. Mais pourquoi ils font ça? Tu sais, c'est drôle, mais on peut que pardonner nos parents. Ouais. On peut que pardonner, puisque le contexte dans lequel ils sont, c'est un contexte, pas simplement de survie, mais un contexte qui se veut plus ou moins utilitariste. C'est-à-dire, ce que je fais doit répondre à une fonction. Ils ont été appelés ici de manière utilitariste. Venez pour travailler pour ça. Donc, ils nous ont également transposé ce mode de pensée qui est, quand tu fais quelque chose, il faut que ça serve à quelque chose. À tort ou à raison, c'est plus vraiment vrai. En gros, c'est quand tu fais quelque chose, ça peut apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas simplement, tu le fais pour le faire et tu ne parles pas d'autre chose. Parce que lorsque le langage est purement utilitariste, lorsque ça n'apporte rien, on ne parle pas. Lorsque quelqu'un va dire, oui, bah moi, je vais faire de la danse. Pourquoi tu veux faire ça? Pour aller où? Quelqu'un qui veut philosopher dans son coin, ouais, mais t'as déjà vu un noir qui est philosophe? T'as déjà vu un noir philosophe qui a réussi ici en France? Il y avait ce sens qui était univoque, qui était, lorsque vous faites quelque chose, apportez quelque chose à la maison. Au mieux, de l'argent. Au pire, de l'honneur. C'est tout. Le reste, on comprend pas. Quand vous allez chanter là-bas, danser, tu vas faire des dessins pour aller où? Ouais. Mais
je peux que pardonner cela. Sincèrement, je peux que pardonner cela. Parce que c'est bête, mais on grandit avec son époque et en même temps, on est aussi influencé par nos aïeux. Et au fur et à mesure, il y a des changements, il y a des améliorations, comme il y a aussi des situations qui ne font que s'empirer. Lorsque je vois la passion, je me dis, mais j'ai même l'impression que la passion, c'est négatif. C'est dans la culture religieuse, la passion, c'est négatif. Et on peut automatiquement arriver à des conclusions qui sont, non, ce que tu aimes, c'est pas légitime d'être entendu tout le temps. Pour le coup, j'ai creusé. Et j'ai pas pris dans l'angle de la passion, j'ai pris dans l'angle, ok, de moi. Qu'est-ce qui me définit? Les gars m'ont dit ça. Ouais, tu parles bien. Dans le fait de bien parler, est-ce que je rends mon parcours? Qu'est-ce qui se passe? Tout ce que je t'ai raconté, c'est la conséquence de tout le travail que j'ai fait à ce moment-là. J'ai vu, les mots m'ont permis de définir qui je suis. Les mots ne m'ont pas fait gagner des concours d'éloquence. J'en ai pas participé, ça m'intéresse pas, ça. J'ai pris ça un peu au sérieux en me disant, ok, la prise de parole, je vois ça, formation, je rate des formations. Non, il n'y a pas de formation académique à la prise de parole en public. Il faut faire avocat, il faut faire ci. Ok, d'accord, très bien. Pas de souci, je me forme moi-même. C'est-à-dire que je participe à des formations non académiques sur la prise de parole en public. Je commence à conseiller les gens, à donner des conseils, comme j'ai toujours fait avant finalement. Et je vais foncer tête baissée vers mon objectif qui est, d'accord, il faut que ça puisse impacter les gens. Il faut que ça puisse impacter les gens. L'impact, ce n'est pas chiffré. L'impact, c'est vécu. L'impact est témoigné par les gens. J'ai foncé tête baissée. Je peux pas te le dire autrement parce que maintenant, quand je relève la tête comme ça, je me vois, ok. Attends. Pratiquement une dizaine d'années après, j'ai fait tout ça. Ah, ok. Aujourd'hui, je me présente à toi avec beaucoup de flagornerie. Shadrack Kilanga, expert en art oratoire, en prise de parole. Et en plus, je m'intéresse à la manière dont les mots influencent les situations. Et j'ai eu mon master à l'Université Paris-Descartes, dans lequel j'ai aussi fait le doctorat. Non, ça m'intéresse pas, ça. Je préfère me présenter en te disant, je suis de celles et ceux qui aimeraient que chaque singularité puisse se découvrir à travers les mots et s'exprimer. J'aimerais donner aux gens, pas la capacité, parce que ce serait donner une vision assez condescendante des gens, ni le pouvoir, ce serait abuser sur les mots. J'aimerais donner aux gens la possibilité, qui finalement a une connotation qui rentre entre les deux, pouvoir et capacité. La possibilité, je dirais même les possibilités d'exister socialement et d'exister auprès des autres par les mots. Durant tout le récit que tu m'as fait aujourd'hui en partageant ton histoire, je constate qu'il y a énormément de rencontres. Beaucoup. Énormément de rencontres. Ah oui, il y en a beaucoup. Et tout à l'heure même, tu as dit quelque chose, effectivement, qui m'a fait penser à un truc qui est, parfois, certaines rencontres, on les fait, certaines paroles, on les reçoit, on les intègre, mais on les processe pas. C'est vrai. On les processe pas, on les processe seulement des années après. Et on se rend compte que, en fait, il y a un truc que j'avais entendu et aujourd'hui, il s'avère que c'est ce que je suis en train de faire. Ou ça a eu tel impact sur moi. J'ai envie de dire que c'est une évidence. C'est une évidence, c'était écrit. Je devais rencontrer ces personnes, je devais entendre ça à ce moment-là. Je devais digérer ça plus tard. Mais bien sûr, j'ai un parcours d'une personne assez solitaire qui a pris des décisions plutôt seule, qui est partie à l'aventure. J'ai une pensée à mon grand-père, mais qui, dans la dynamique de ses pas sur ce chemin, a rencontré des personnes qui ont eu la sagesse de dire des mots et que j'ai pris le temps quand même d'écouter. Et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à identifier un moment, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'absence, est-ce que tu arrives à identifier aujourd'hui un moment donné de ta vie passée où tu aurais pu avoir besoin de toi, mais le toi que tu représentes aujourd'hui? Je pense qu'il y a eu plusieurs moments. Mais pour ne pas ennuyer les individus qui nous écoutent, je vais en résumer 3. Le premier moment,
c'est lorsque je me vois en train de pleurer parce que je ne comprends pas la langue française. Quand j'étais plus jeune. J'aurais aimé avoir quelqu'un à côté qui me dise « C'est normal de pleurer. Ça fait partie du processus. » Et d'ailleurs, tu vas voir que le lendemain, quand on pleure, ça fait du bien. Ouais. On se sent bien. Ça, c'était un moment précis. Un deuxième moment, lorsque j'étais dans cette période... lorsque j'étais dans cette période d'agitation, si on veut employer des mots plutôt pudiques, d'avoir à un moment quelqu'un qui passe à côté de moi et qui me dise « La lumière que tu as en toi, tu l'utilises pour les autres. Tu finiras par te brûler. » Troisième moment, c'est peut-être aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, j'aimerais avoir cette figure paternelle qui pourrait me dire « Pense au-delà de toi. » Je me le dis aujourd'hui, mais j'aurais aimé. Pense au-delà de toi. Vise des projets qui te dépassent. Et là, assurément, tu y arriveras. Aujourd'hui, avec cette absence-là, l'impact que ça a encore aujourd'hui, parce que tout à l'heure, on a dit que voilà, ça laisse quand même un vide. Oui. Tu penses que qu'est-ce que ça a changé profondément dans ton existence, dans ta construction ? Malencontreusement, ça a fait que j'ai grandi plus vite qu'il fallait, comme tu as pu lire dans ma vie. Ouais. Ça fait également que, à des moments, j'ai le sentiment de ne pas avoir vécu une enfance suffisamment longue et innocente. Ça me donne aussi ce regard... alors, c'est une phrase que j'avais formulée à ma mère. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs. J'avais trouvé mon appartement assez tôt. Et puis on a été en conversation avec ma mère parce que ça faisait un moment qu'elle ne m'avait pas vu. Et je lui ai dit, maman, c'est bon, j'ai compris. Elle me dit quoi ? T'as compris quoi ? Un garçon devient un homme lorsqu'il réalise que sa mère est une femme. Ma mère, en fait, elle reste en silence. Elle ne parle plus. Et après, elle fait, mais pourquoi tu dis ça ? Je comprends toutes les fois où tu devais penser à toi. Et que tu ne devais plus endosser le rôle de mère. Que tu ne voulais pas à ce moment-là précis. Mais quand j'étais petit, je ne le comprenais pas. À des moments, on voulait juste que tu sois avec nous le week-end. On voulait aussi, à des moments, que tu puisses nous payer ici. Toi, parfois, il fallait que tu penses aussi à toi. Il y a un conflit qui se crée. Et j'ai formulé comme ça, ma mère, un garçon devient un homme lorsqu'il comprend que sa mère est une femme. Et ça, je l'avais compris assez tôt. Ce qui faisait que, malheureusement, j'endossais des responsabilités que je ne devais pas endosser. Je me mettais, on va dire, des pressions que je ne devais pas. C'est ma marre de répondre à ta question en disant oui, j'aurais aimé avoir ci, avoir ça, mais ce vide-là, je pense que dans mon récit, c'était écrit que ça allait être comblé. Pas quelque chose qui me dépasse. Et aujourd'hui, est-ce que tu es encore à la recherche de quelque chose qui pourrait te manquer ? Tu as dit tout à l'heure peut-être la figure paternelle. Mais est-ce que à un moment, il y a un endroit de toi où tu te dis je suis encore incomplet à ce niveau-là ? Oui, beaucoup. Ça va paraître un peu choquant ce que je vais dire, mais dans ce travail de gestion émotionnelle, je suis en train de faire un réel boulot sur le fait d'exprimer ce que je ressens. Il y a une différence entre faire des discours sur ce que l'on ressent et sur le fait d'exprimer ce que l'on ressent. Et je suis beaucoup déçu de l'être humain à ce niveau-là. Je vis aujourd'hui dans une société, t'imagines avec ma vie contrastée, hein. Lorsque j'étais un peu dans la vie d'avant, beaucoup dans la vie d'avant d'ailleurs, les gens te respectent plus. Est-ce que c'est par peur ? Justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que je pense que les gens te respectent parce qu'ils se disent « Oh,
au cas où il y a ça qui se passe. Je ne pense pas avoir été une grosse menace, mais il y a une considération quand même. Que ce soit les garçons, que ce soit les filles, etc. Là, dans la vie que j'ai aujourd'hui, les gens me respectent aussi parce que j'ai un statut, Dieu merci. Mais au-delà de ça, je sens qu'on est dans une société qui n'a pas été conçue pour les gens gentils. Je vais aller un peu dans les trucs polémiques. Le garçon qui est gentil, aujourd'hui, avec la nouvelle génération, le garçon qui est gentil va être vu comme un fragile par les filles. J'ai jamais compris ça. Ça, j'ai jamais compris. La fille qui est gentille, va être vue comme une fille trop accessible avec les gars. Ouais, elle est facile. Ouais. Un professeur qui est gentil. Ça veut pas dire qu'il est un spécialiste de la pédagogie. Juste, il est gentil. Certains élèves vont en profiter pour faire n'importe quoi dans sa classe. Une personne que tu vas rencontrer dehors et qui va être très gentil avec toi et qui va essayer de comprendre ce que tu ressens, ça va te faire tellement bizarre que tu vas dire non, il cache quelque chose derrière. Mais en vrai, ce n'est que le reflet des blessures qui n'ont pas été cicatrisées des gens. Et aujourd'hui, l'expression des sentiments, des émotions, est devenue délicate à cause de ça également. Dans la vie que je menais avant, j'ai rencontré beaucoup de personnes et j'ai rencontré notamment une fille qui me disait « Charac, t'es dur, t'es très très dur. T'es dur. » Ça, je comprenais pas. Mais elle dit « Ouais, mais essaye de t'exprimer. » Je dis « Mais tu m'exprimes pour dire quoi ? Je m'exprime déjà, je te dis quand même des choses. » Et dans la vie que j'ai aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la même chose, mais quand tu essaies d'exprimer un petit peu, les gens, ils prennent ça pour acquis. Et tu te dis « Waouh, je sais pas comment me placer. » Et je ne pense pas que ça soit un problème. J'en ai fait un problème aujourd'hui parce que je me dis oui, ce serait quand même bien de pouvoir exprimer déjà éducativement. D'un point de vue éducatif, c'est compliqué. Mais ce serait quelque chose que j'aimerais faire de manière un peu plus fréquente. Mais j'ai toujours eu le sentiment qu'aujourd'hui, c'est pas bien vu. Et loin de faire les choses parce que c'est bien vu ou pas, je suis plus perturbé par ça. Perturbé, je ne comprends pas. Et même aujourd'hui, tu es quelqu'un qui parle très aisément, qui sait ce qu'il va dire, ce qu'il veut dire. Ouais. Maintenant, au niveau de l'expression de tes émotions, du ressenti de tes émotions, ça se passe comment ? Je gère ça très bien avec moi-même. Et de ce fait, je peux en parler transparentement avec les gens. Par contre, j'ai l'impression que moi, dans mon récit, parce que je crois fortement que nous n'avons pas tous les mêmes récits, je suis amené à plus supporter les gens de ce point de vue-là que l'inverse. Le peu de fois où j'ai essayé de le faire, les choses sont toujours retournées pour que moi je supporte les émotions des gens. Je ne dis pas que c'est insupportable, mais le mot supporter, c'est je vais être un soutien pour ça. Un soutien à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que c'est ça que je dois accepter. C'est un peu bizarre, mais j'ai carrément eu des situations un peu loufoques comme ça. Tu sais, genre où je disais à mes amis, ah bon les gars, j'aimerais vous parler d'un truc et tout. Je commence à parler, à la fin, on se retrouve c'est eux, en fait, qui parlent de leurs émotions. C'est pas un poids pour moi non plus. Et j'ai bien l'impression que, et là je vais encore être polémique, là c'est vraiment pour parler d'une réalité, c'est que aujourd'hui, en tant qu'homme, avec un petit H, les filles vont beaucoup dire oui, il faut que tu exprimes tes émotions, il faut que tu nous dises ça. Mais elles ne sont pas prêtes réellement à entendre ce qu'on peut ressentir à des moments. Parce que parfois, on va ressentir des choses. Si on le dit sans mettre les formes, tout en étant poli, directement, la réaction, ça pourrait être oui, mais pourquoi tu me parles comme ça, etc. C'est même pas à l'écoute de ce qui a été dit. Et j'ai le sentiment qu'il y a un paradoxe autour de ça, dans les relations homme-femme, dans les relations amoureuses, amicales, homme-femme, qui est ah, mais toi, t'es un homme et tu peux aussi exprimer ton cul. Ouais, non. Et je suis pas quelqu'un qui spécialement ressent le besoin de le faire. Mais le peu de fois où on le fait, où on essaie de le faire, je dis bien on, parce que je parle pour le coup au nom de tous les hommes qui vont s'identifier à ce niveau-là, et les filles vont voir ça comme soit de la fragilité. Il y
Il y en a qui pensent ça. Oh, il est trop gentil, il est trop accessible, c'est trop facile. Malheureusement, les filles d'aujourd'hui, il y a ça. Non, mais d'abord moi. D'abord moi. Pourquoi tu me parles comme ça? Ben non, il y a des manières de parler. Et il y a beaucoup de frustration à ce niveau-là que les personnes peuvent ressentir. Moi, aujourd'hui, tu sais, ce qui est drôle, c'est comme je suis dans un nouvel élan par rapport à ma vie d'avant. J'essaie aussi de découvrir des aspects de moi. Je dis, OK, mais si on essaie ça. Et à chaque fois, j'essaye sur ça. Je me dis, mais en fait, non, en vrai, j'ai même pas besoin de... En fait, j'ai pas besoin... C'est ma conclusion aujourd'hui, hein, c'est... Ouais. J'ai même pas besoin. Parce qu'en vrai, j'ai même pas besoin de ça. Je vais même te dire quelque chose qui va te choquer. Quelqu'un va venir me faire un câlin. C'est plus pour la personne que je ferai le câlin que pour moi. Je m'en fous du câlin. Et du coup, en fait, on va essayer de se dire, OK, bah, c'est comme ça dans les films aussi, OK, on va essayer. Ah, c'est les amis, ça va, vous allez bien. Et j'ai compris qu'il y a quelque chose qui perturbe, qui n'est pas que de l'ordre individuel, mais qui a des causes qui sont d'ordre conjoncturel. Parce qu'aujourd'hui, moi, c'est le regard que j'ai aujourd'hui, c'est que le bien est devenu mal, le mal est devenu bien. C'est une réalité, c'est comme ça que je le vois. Les gens gentils sont vus comme des pigeons. Et avec mon vécu, tu peux pas imaginer que parfois quand je regarde des gens, je dis mais franchement, si vous saviez. Est-ce que tu as une crainte qui peut arriver, qui t'arrive, où tu te dis, cette réalité-là que moi je suis en train de vivre, ces émotions-là que moi je suis en train de vivre pour telle situation qu'on a vécue peut-être ensemble en même temps, elle s'éloigne tellement de la manière que cette personne-là a vécu sa réalité à elle, que finalement ma réalité ne sera pas crue. Il y a une image que l'on dresse souvent lorsque l'on parle de gestion des conflits, qui est l'image de deux personnes qui se regardent et puis là il y a un 6, un 9. Donc la personne voit le 6 et l'autre voit le 9. Souvent on le dresse pour dire, écoutez, voilà d'où viennent les conflits. Moi, je suis de celles et ceux qui pensent que non, ceci est la source à toutes les solutions de communication. C'est de dire que naturellement, on va voir les choses différemment. C'est normal. Mais en faire un problème, c'est là où est le problème. Moi, j'ai du postulat que forcément, quand quelqu'un va s'exprimer sur quelque chose, mais il ne verra pas les choses de la même manière que toi. Mais la question est de savoir aujourd'hui, qui va pouvoir le faire en premier? Qui, lorsqu'il va le faire, va pouvoir être entendu? Qui, lorsqu'il va le dire, va pouvoir ne pas être blâmé? Et c'est là où la complexité se pose. Aujourd'hui, carrément, j'ai entre guillemets genré la situation en disant que les hommes, lorsqu'ils expriment ce qu'ils ressentent, beaucoup de femmes ne sont pas prêtes à l'entendre. Les hommes, lorsqu'ils expriment ce qu'ils ressentent, beaucoup de femmes ne sont pas prêtes à l'entendre. Elles vont écouter ce qu'elles ressentent dans ce qu'elles... Elles vont écouter ce qu'elles pensent de ce qui a été dit. Elles vont pas écouter ce qui a été dit. Alors ça, c'est situation homme-femme. Dans la vie de tous les jours, beaucoup de personnes, des cadres, des managers, des directeurs, des directrices, des patronnes, qui vont venir et qui vont parler à leurs salariés, leurs collaborateurs d'une certaine manière, ne vont pas accepter que ce sont leurs émotions qui s'expriment et qui n'est que la résultante d'un manque de contrôle inhibiteur, mais qu'ils vont faire subir aux gens. Le problème principal que l'on a aujourd'hui, c'est que déjà individuellement, on a un rapport aux émotions qui est délicat. Tu sais que ce qui est dangereux, le risque avec ça, c'est que l'on tombe dans une rationalisation constante de ce que l'on ressent. Simple. Combien de personnes ont croisé ça? Tu croises une femme qui a vécu des choses bizarres, cœur brisé, tout ça, etc. Et c'est réel, c'est triste. Le moindre gars qu'elle voit, il va me faire ça. Je sais. Je sais. Tu croises un gars qui a vécu la même chose négativement en tant que gars, etc. Attention les filles, attention, ça. En fait, quand on fait pas ce travail avec soi, on transpose ce que l'on ressent sur l'autre. Du coup, on fait cette projection, et cette projection est à des kilomètres de distance de la réalité. Et si on est téméraire, on va dire, mais c'est ça, je connais, c'est comme ça. Combien de phrases on entend dehors comme ça? Oui, tous les hommes trompent, toutes les femmes sont comme ça. Arrêtez vos histoires. Acceptez que vous avez vécu ça. Travaillez cela individuellement et ne faites pas subir cela aux gens, mais témoignez cela pour que les gens puissent en tirer des leçons. Et les phénomènes qu'on vit aujourd'hui, c'est une personne va faire une vidéo, tac, excuse-moi,
tac, ce sont les hommes comme les femmes. Ah, les femmes, elles sont comme ça aujourd'hui. Ah, les hommes sont comme ça aujourd'hui. Ah, non, non, non. Oh, calme. Calme. Si t'as vécu quelque chose, garde-le pour toi. Cette mentalité et même cette confiance qui se dégage quand tu parles, Ouais. c'est le résultat de toutes les blessures, cicatrices, parce qu'il y en a encore aujourd'hui dont on a déjà discuté. Est-ce que tu arrives à identifier justement la source de tout ça? Est-ce que tu arrives à identifier la source de cette manière de penser, par exemple? C'est un mélange de tout. La vie d'avant, déjà. La vie d'avant, c'est sûr. Moi, la vie d'avant m'a appris à avoir une gestion des émotions particulière. C'est que les émotions sont secondaires. Tu vas pas venir en train de discuter sur une affaire et crier à faire le gangster. Ah, toi, t'as quoi, etc. C'est souvent dans les moments de crise, ça. Cette vie contrastée fait que avant, j'avais un vécu où, ok, nous sommes dans un contexte où les émotions sont secondaires. Tu vas pas venir faire le fou parce qu'un jour tu es en colère, quand tu es sur une grosse affaire. Tu restes calme. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on reconnaissait celles et ceux qui n'avaient pas forcément cette virilité que l'on devait avoir, c'est qu'ils géraient mal leurs émotions. Moindre chose, il se met en colère, il dit « Ah, je suis un dur, toi tu crois que t'es qui ?» etc. Wow. Si tous les jours c'est la crise, c'est la tempête tous les jours. Non, on est calme, on se regarde, ok, c'est comme ça. Parfois t'as mal, tu dis pas. Donc tu développes quelque chose qui est... je garde ça pour moi, c'est pas grave, on avance. Le fait d'avoir grandi dans une famille monoparentale également, mais du côté maternel. Parce que c'est aussi quelque chose que l'on ne dit pas, mais la maman va porter un poids qui va parfois la dépasser et qu'elle va exprimer émotionnellement, parfois de manière maladroite. Avec des reproches sur des choses que nous, dont on n'est même pas responsable. Le fait qu'au bout d'un moment, quand j'accepte aussi mon récit, je vois qu'à chaque fois que je veux exprimer, ça se passe pas comme ça. Tu dis, ok, d'accord. Moi, la meilleure manière pour moi de m'exprimer émotionnellement, c'est l'écriture. C'est l'écriture. Ma thérapie, c'est l'écriture. Et c'est impressionnant comment ça change tout. La vie d'aujourd'hui fait que je sais un regard avec beaucoup d'indulgence pour les gens. Parce que quand tu as vécu et que tu as vu, et celles et ceux qui ont vécu cela vont me comprendre, quand tu as vécu et que tu as vu le côté le plus obscur de l'être humain, et que tu es autre part, juste le fait d'être autre part, tu te sens bien. Et tu vois les gens, tu te dis, waouh, la vie est belle. Et tu as un regard un peu plus indulgent et t'es patient avec les personnes parce que t'es bien avec toi, quoi. Ouais. T'es bien avec toi. T'as pas peur de prendre des risques. Si ça fonctionne pas. T'es bien avec toi. Et tu vois et tu repères aussi dans le jeu de chacun le simulacre, c'est-à-dire le faux semblant qu'ils vont avoir pour essayer de camoufler un vice ou de camoufler... Parce que tu le sais, tu dis... J'ai ma manière d'exprimer mes émotions, j'ai peut-être mes amis qui vont être là de temps à autre pour m'écouter. Mais j'ai aussi ma manière de ne pas exprimer mes émotions parce que les circonstances de la vie. Et en plus, derrière, j'ai la capacité quand même à comprendre les gens, à identifier quand même leurs émotions. Le problème qu'il y a aujourd'hui, et je vais le dire transparentement, c'est qu'on ment aux gens vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de ce que seraient les sentiments. On ment aux gens avec les consommations culturelles que nous avons. On ment aux gens sur les représentations qu'il y a dans les relations. À un tel point que en ayant fait quelques formations, en ayant assisté à quelques formations autour de l'intelligence émotionnelle, j'ai fait des constats assez crus. C'est que si les gens n'ont pas une conscience grande au niveau de leurs émotions, ils n'auront pas cette conclusion qui est l'émotion par nature est très égoïste. Alors si on met les émotions en avant, on doit vérifier que les émotions ne soient pas aux dépens de la relation. Et vers ça. Aujourd'hui, je suis encore désolé de le dire, les gens voient d'abord eux et après toi. Du coup, on a affaire à une incitation à exprimer vos émotions, soyez libre de dire ce que vous voulez, etc. Mais qui a un effet de déliquescence. Parce que c'est une connotation individualiste. C'est pourquoi j'enseigne aux gens la prise de parole en public et la communication en disant, ok, est-ce que dans les circonstances en particulier, il faut dire non, c'est pas le moment de le dire. De quelle manière le dire? Non, pas maintenant.
Pas comme ça. Par quel canal je passe? Est-ce que finalement mon silence ne serait pas plus parlant? Est-ce que mon silence n'aurait pas moins d'impact négatif que si je parlais à ce moment-là? Je te donne un exemple. Tu es en train d'organiser ce tournage-là et tu travailles avec plusieurs collaborateurs. Un a pour mission plutôt, de vérifier que les batteries de toutes ces caméras, de toutes les caméras ici, sont bien chargées et que derrière, il n'y ait pas de problème le jour J. Vous arrivez ici le jour J, en train de parler, à un moment, tu vois que les batteries ne fonctionnent pas, et à un moment, tu te dis, ah ben là, c'est mort. Non, franchement, ça sert à rien de continuer. Ta communication, elle est de quel ordre? Elle est d'ordre opérationnel. Si la personne ne comprend pas que là, ta communication est d'ordre opérationnel, elle va probablement prendre cela d'ordre relationnel. C'est pour ça qu'elle pourrait le prendre personnellement. Tes propos peuvent être perçus par l'autre comme de la condescendance, comme de la vulgarité, comme de la méchanceté, alors que toi, tu t'exprimais avec un regard opérationnel. Mais tu sais où est l'erreur? Où ça? C'est que si dans cet exemple-là, tu t'exprimais ainsi, ta communication en vérité n'est que l'expression de tes émotions que tu poses sur l'opération. Or, un individu qui comprend les circonstances, les enjeux de l'opérationnel, il va se dire, je ne dois pas communiquer comme ça maintenant. Je ne dois pas le dire comme ça, du moins. Mais regarde comment les choses se mélangent. Ah, je mets mes émotions d'abord et de ce fait, oh mais les gars, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Ouais. Ça touche l'autre. Rester en silence, c'est sur le sujet. Sur le reste, vous allez bien? Ah, ok, pap, tac, tac. Et dès qu'il faut discuter, on se pose. Souvent, c'est ma phrase classique et tous mes proches peuvent témoigner. On va finir par parler. C'est pas une menace, c'est dire, je programme à plus tard. Ce que j'ai ressenti là, je le programme à plus tard pour qu'il y ait une distance par rapport à l'émotion et pour valoriser les enjeux de la situation actuelle. Et avec toute cette évolution qu'il y a eu pas mal de changements dans ta vie, énormément de changements. Ouais. Si tu revois, justement, tout à l'heure, tu as revu les 3 moments où tu aurais eu besoin de toi, ton toi d'aujourd'hui. Cet enfant, ce jeune Shadrach que tu as pu revoir, qu'est-ce qu'il t'aurait dit aujourd'hui? Je pense que Shadrach m'aurait dit, t'as vu? Parce que, avec toutes ces histoires que je te raconte, je veux pas qu'il y ait une connotation victimaire. J'ai vécu tous ces trucs-là, ces hostilités, ces moqueries, mais avec tellement de confiance en moi, et je me dis, mais ils sont bizarres, eux. Et dans ma tête, c'est, ils vont voir. Ouais. Vous allez voir. Et là, il va dire, ah, t'as vu? Vous voyez, s'il y a bien une particularité que j'ai gardée de ce Shadrach d'avant, c'est l'insouciance. Un côté presque candide. Beaucoup de personnes qui m'ont croisé pourront te le dire. Moi, je suis heureux. Je suis passionné, j'aime bien rigoler comme je sais pas quoi. Et c'est let's go. Vous allez voir. Donc peut-être qu'il me dirait, ah, t'as vu? T'as vu ou pas? Ok, c'est bon. Et avec le micro que tu as juste devant toi, aujourd'hui, je te dis que ce micro peut s'adresser à toute la Terre. Oui. Toute personne peut entendre le message que tu vas délivrer. Qu'est-ce que tu dirais? Nous avons parfois tendance à regarder les choses sans les observer. Nous avons parfois tendance à se prononcer sur des éléments sans réellement laisser ces éléments nous parler. Et nous le faisons souvent parce que nous ressentons des appréhensions vis-à-vis d'une émotion néfaste qui nous arriverait. Nous ressentons parfois cette réminiscence du passé, ce trauma qui revient. Et le choix que nous faisons, c'est camoufler, combler par du bruit. Surtout lorsque nous sommes seuls, nous allumons la télé juste pour avoir l'impression d'avoir quelqu'un. Nous regardons notre téléphone pour passer le temps. Nous nous prononçons au devant de ce que l'autre va dire parce qu'on ne veut pas avoir à observer sa réalité. Nous catégorisons les individus parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir facilement nous situer, parce qu'au fond peut-être nous sommes totalement perdus. Très cher
être humain, et si nous explorions ce vide intérieur? Et si nous prenions le temps de creuser réellement? Ça passerait par quoi? Se poser, rester en silence, s'écouter et écrire ce que l'on ressent. Parfois, s'absenter malgré notre existence auprès des autres, les regarder. Essayer de poser, non un regard de jugement, mais un regard qui est doté d'une approche phénoménologique, c'est-à-dire le fait d'observer tout simplement, sans juger. Le philosophe indien Krishnamurti disait « La plus grande compétence et la plus grande forme de sagesse, selon moi, c'est le fait d'être capable d'observer sans évaluer. » Observer sans évaluer. Mesdames et messieurs, je peux vous promettre qu'à travers cette démarche, qui est le fait d'embrasser totalement cette aventure qu'est la vie, le fait d'embrasser totalement cette aventure vers les autres, assurément, cette démarche permettra de combler qui l'on est réellement. C'est à travers le voyage vers l'autre que l'on découvre tout ce qu'il y a en nous. Mais comme l'autre, au fond de nous, n'existe pas, on doit aller vers l'autre réellement pour nous aussi nous sentir exister. Et même face à l'autre, nous sentir pas obligés, mais être dans la spontanéité qui est de parler de soi, réellement. Un message de paix avec les autres, un message de guerre avec vous-même, parce que quelque part, pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Mais au-delà de ça, c'est un message d'espoir pour que vos émotions puissent être alignées avec vos pensées, pour que le tremblement de votre cœur ne soit pas sismique pour votre corps, pour que l'évocation de votre passé ne soit pas un poids mais un réel souvenir, pour que l'espoir tourné vers le futur ne soit pas inespéré, pour que votre présence soit suffisamment ancrée et conscientisée. Il est nécessaire aujourd'hui de se regarder à travers l'autre. Merci Shadrach. Si je te demandais de me proposer une personne qui va passer à cet endroit où tu es posé, devant le micro devant lequel tu as pris la parole, tu énoncerais qui? La première personne à laquelle je pense actuellement, c'est Edgar Rive. J'aimerais beaucoup le faire venir. L'humoriste Edgar Rive, parce que rares sont les personnes aussi authentiques, aussi crues, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui aiment réellement la vie et qui aiment l'humain parce que il a vu le côté le plus obscur de l'humain. Ouais. Merci beaucoup, Shadrach, pour ce moment passé ensemble. Merci à toi. C'était un plaisir. C'était un plaisir également. C'est la fin de l'épisode. On y va pour le dernier clap. Tu veux qu'on le fasse ensemble? Let's go. 1, 2, 3. Yes.